Tout le monde le prenait pour un minable sans le moindre talent, mais il signe un contrat avec l'esprit le plus puissant du monde pour devenir le héros le plus fort. Hein, lui, était un bon à rien, né avec la classe d'évaluateur, une compétence que tout le monde jugeait absolument inutile. Mais comme n'importe quel jeune homme avec un rêve, il voulait absolument vivre sa vie d'aventurier. Pour réaliser ses rêves, il est devenu, en gros, l'esclave d'un groupe d'aventuriers, travaillant sans relâche à porter leurs objets et leurs butins pour une paix de misère. Le spadassin et sa copine magicienne traitent Hein comme une véritable merde, et il ne peut même pas riposter car il sait qu'il est tellement inutile qu'aucun autre groupe ne l'engagera. Il reste en retrait pendant que Zord, le spadassin et Jeline, la magicienne, combattent un rat monstrueux, et une fois qu'ils ont fini, c'est son travail d'évaluer le cadavre du monstre et d'en extraire les parties les plus précieuses. Comme il n'a absolument aucune force, il a énormément de mal à arracher les précieuses dents du monstre. Mais quand il ose demander de l'aide, Zord lui jette simplement une pierre, lui disant qu'il n'est pas digne d'être dans un groupe s'il ne peut pas faire le seul travail qu'on lui a confié. Hen sait qu'il doit absolument continuer à travailler comme aventurier pour devenir riche, alors il ravale sa frustration, tout comme il ravale le yaourt de son oncle, et parvient tant bien que mal à arracher les dents du monstre. Il continue de suivre Zord et la jeune magicienne Jeline qui découvre soudainement le cadavre d'un monstre très puissant, un chien de l'enfer. Ils pensent que c'est leur jour de chance, car les parties de chiens de l'enfer peuvent se vendre très cher, et ordonnent à Hein de se mettre au travail immédiatement. Il leur dit que cette situation semble vraiment suspecte, et pendant qu'il est en train de le démanteler, même pas ils de aperçoivent chien de un autre l'enfer cadavre à cet un peu plus étage, loin. mais Ils disent avec il lui enthousiasme à Hein rétorque de l'évaluer d'arrêter et d'en de prendre toutes penser les à parties des précieuses choses de son corps qui également. dépassent Cependant, Hein largement panique son complètement, salaire. car selon la carte que la guilde leur a donnée, cette section n'est absolument pas sûre. Il essaie de convaincre le spadassin qu'il a de très mauvaises vibrations à propos de toute cette affaire. Mais ce connard lui dit d'arrêter d'être une mauviette s'il veut vraiment garder son travail. Il menace de le virer sans le moindre salaire s'il démissionne maintenant, et Hein n'a absolument pas d'autre choix que de le suivre. Très vite, ils atteignent une autre partie du donjon, et des cadavres de chiens de l'enfer sont simplement éparpillés tout autour d'eux. Zord et Jeline pensent être tombés sur une véritable mine d'or. Mais seul Hein réalise, lui, qu'ils sont en fait tombés dans un piège. Il leur demande de réfléchir très attentivement à la situation, car si c'était un aventurier qui avait tué tous ces chiens de l'enfer, il aurait déjà pris tous les matériaux précieux. Malheureusement, Zord, avec son énergie de petite bite, ne peut absolument pas comprendre la logique, et il dit à Hein de la fermer. Soudainement, Hein pointe du doigt une horde entière de chiens de l'enfer qui foncent droit sur eux, et tout le monde se fiche complètement de peur. Hein voit le sang sur les mâchoires des chiens de l'enfer et réalise alors que les chiens de l'enfer morts étaient en fait les victimes d'une guerre de gang. Les deux aventuriers se chient littéralement dessus, car ils ne peuvent même pas vaincre un seul chien de l'enfer, et ils ne peuvent absolument pas les semer. Hein Zord panique a soudainement complètement en une idée entendant cela, et dit à mais il ne Jeline peut qu'il absolument devrait pas se utiliser défendre Hein alors que comme un Jeline simple appât. l'attaque avec un sort paralysant. Hein tombe lourdement au Hen sol, est complètement délirant à présent, incapable de bouger mais alors le que les moindre chiens de l'enfer muscle, le mordent, et les deux la connards douleur le ramène s'enfuient brutalement à la en raison courant et après brise la avoir paralysie. nargué les Il chiens de utilise une l'enfer. pierre pour éloigner les chiens de l'enfer de lui, puis leur jette toute la nourriture qu'il a dans son sac pour les maintenir occupés. Il boite à travers le donjon pour tenter de s'échapper, mais à son horreur, Zord et Jeline ont complètement bloqué la sortie. Heureusement, il y a un autre chemin tout près, mais celui-ci le mène également à une impasse. Juste à ce moment-là, Hein entend le bruit des chiens de l'enfer qui arrivent droit sur lui, et il réalise qu'il va mourir de toute façon. Il maudit son travail inutile qu'il a fait souffrir toute sa vie, et pense que s'il n'avait pas eu ce rêve d'être aventurier, il aurait vécu une longue vie ordinaire. Il réalise qu'il est bien trop tard pour regretter quoi que ce soit, et décide alors de sauter de la falaise sans parachute, car ce serait bien moins douloureux que d'être tué par les chiens de l'enfer. Il plonge de la falaise, pensant à la façon dont il a vécu et est mort comme un véritable perdant, et après être tombé pendant un très très long moment, il finit par toucher le sol. Il est mortellement blessé, mais pas encore tout à fait mort. Pas tout à fait. Et puis, soudainement, une très jolie fille, vêtue d'une robe blanche, apparaît devant lui. Elle a des ratés, ne cessant de disparaître puis de réapparaître alors qu'elle marche vers lui, et puis elle l'embrasse sur le front. Hein l'aperçoit à peine un instant, avant de tomber inconscient, et quand il rouvre les yeux, la jeune fille n'est plus là. Cependant, toutes ses blessures ont été miraculeusement guéries, et il découvre qu'il se trouve dans une petite mare au pied d'un arbre géant. Hein essaie d'analyser l'eau pour voir s'il peut la boire, et il est complètement stupéfait de découvrir que cette eau est un objet de rang S appelé goutte d'Yggdrasil, capable de guérir instantanément toute blessure ou maladie. Il évalue ensuite l'arbre géant, et découvre que c'est Yggdrasil, l'arbre-monde, qui produit une quantité absolument infinie de mana.
Ayn est complètement étonné la seule et unique source de mana pour tous les peuples, car le seul arbre monde qu'il connaissait toujours utiliser le mana. Flétri. Cela a fait croire aux érudits qu'il existait d'autres arbres mondes, ils ont essayé très fort de les trouver, mais n'ont jamais rencontré le moindre succès. Ayn n'arrive toujours pas à croire que l'arbre monde était caché dans une partie aussi profonde du donjon. Il réalise que l'arbre lui a sauvé la vie, et il le caresse doucement tout en le remerciant. Il entend un léger gémissement, mais comme il n'y a personne autour, il pense que c'était juste son esprit qui lui jouait des tours. Il décide alors de tenter sa chance et d'explorer le donjon afin de trouver un moyen de rejoindre la surface. Il se tourne vers l'arbre et le remercie une fois de plus avant de s'en aller. Et la jeune fille d'avant essaie de lui répondre, mais les mots ne sortent absolument pas de sa bouche. Ayn s'enfonce dans le donjon, pensant que cet endroit doit être vraiment très difficile à traverser, car même la guilde n'a jamais atteint une telle profondeur. Il continue malgré tout d'avancer, car il n'a absolument pas d'autre choix. Il ne rencontre aucun monstre pendant un bon moment et baisse sa garde, puis soudainement, une attaque rapide lui coupe l'oreille, le transformant en une sorte de Van Gogh. Ayn panique, mais avant qu'il ne puisse réagir, une autre frappe lui coupe les doigts. Il trouve alors un monstre de rang S juste devant lui, qui n'a pas beaucoup de puissance d'attaque, mais dont la vitesse est absolument extraordinaire. Le monstre ne donne même pas à Ayn la moindre chance de s'enfuir, alors qu'il lui lance des coups rapides et incessants. Ayn essaye de ramper vers l'arbre à nouveau, et le monstre manque de le poignarder. Mais il s'arrête. Ayn regarde en arrière pour voir ce qui se passe, et voit que le grand chef de tous les monstres est là pour mettre en pièces le monstre qui l'attaquait. Le féroce ours noir tue le monstre œil, et ensuite lacère le visage d'Ayn, le rendant partiellement aveugle. Ayn hurle de douleur, et puis l'ours le saisit, le serrant de toutes ses forces pour lui briser les os. Ayn est absolument sûr que c'est la fin pour lui. Mais alors soudainement, quelqu'un attaque l'ours et le tue d'un seul coup. Ayn ne peut voir que la petite silhouette de la personne qui l'a aidé, et les entend parler de comment il est venu l'aider uniquement parce que quelqu'un de très spécial le lui a demandé. Ayn perd connaissance sur ces mots, et quand il se réveille, il est de nouveau au pied de l'arbre monde, complètement guéri, et avec son œil blessé, remplacé. Soudainement, il voit la jeune fille en blanc devant lui souriant tout en tenant une tasse de thé, et Ayn est instantanément séduit par sa beauté éthérée. Ayn ne peut s'empêcher de fixer la jeune fille, mais alors une loli apparaît juste à côté de lui et lui dit d'arrêter d'avoir des idées bizarres sur sa fille. Ayn ne comprend même pas ce qui se passe, et pourquoi cette loli, qui est plus plate que ma courbe de carrière, appelle la jeune fille sa fille. La loli lui dit d'arrêter d'être impolie avec sa fille et de boire le thé qu'elle a spécialement préparé pour lui. Elle lui verse pratiquement le thé dans la gorge d'Ayn et il trouve que c'est vraiment très délicieux. Il apprend alors que la loli est Ursula, la gardienne de l'arbre monde, et que la jolie jeune fille, Yuri, n'est pas sa vraie fille. Ursula affirme qu'elle ne voulait même pas prendre la peine de sauver une forme de vie aussi inférieure qu'un simple humain. Mais comme Yuri l'a supplié avec insistance, elle est venue au donjon et a sauvé Ayn de l'ours. Ayn est toujours bloquée sur le fait qu'Ursula est la gardienne de l'arbre monde, et elle explique qu'il y a 9 arbres mondes dans le monde, et que chacun d'eux a un gardien qui s'en occupe et les protège de tous les dangers. Elle lâche alors la bombe sur Ayn en lui révélant que Yuri n'est pas une humaine, mais l'esprit de l'arbre monde lui-même, et comme Ursula a veillé sur elle depuis le tout début, Yuri la considère comme sa propre mère. Ayn remarque que Yuri est vraiment très jolie, et Ursula n'est absolument pas contente qu'il drague sa fille. Elle menace de lui arracher l'œil sur lequel elle a travaillé vraiment très dur, et cela rappelle à Ayn qu'il a été blessé et aveuglé par l'ours. Ursula lui dit que les gouttes de l'arbre monde l'ont guéri, mais qu'elles n'ont pas pu réparer son œil. Cependant, Yuri voulait qu'il puisse revoir et devenir encore plus fort. Alors Ursula lui a créé un œil spécial en utilisant les parties de l'arbre monde lui-même, rien que pour lui. Ayn est choquée d'entendre cela et demande à Yuri pourquoi elle s'inquiète autant pour lui. Elle lui dit que c'est parce qu'il a été assez gentil pour la remercier, et Ursula développe ce qu'elle veut dire. Même avant Ayn, d'autres aventuriers sont tombés ici, et bien que Yuri les ait tous sauvés, aucun d'eux ne l'a remercié. Au lieu de cela, certains d'entre eux ont arraché ses branches après avoir appris qu'elle était l'arbre monde. C'est pourquoi elle considère le strict minimum de gentillesse qu'Ayn lui a montré comme un geste d'une grande importance. En pleine forme, Ayn la remercie de lui avoir sauvé la vie à 2 reprises, comme ça, elle demande à Ursula de l'aider et commence même à pleurer à chaudes larmes. Ursula ne peut absolument pas lui dire non comme ça, alors elle décide d'entraîner Ayn jusqu'à ce qu'il devienne assez fort pour quitter le donjon par ses propres moyens. Ursula l'emmène immédiatement dans le donjon et Ayn commence déjà à penser qu'il ne survivra pas à cet entraînement. Elle l'emmène dans un couloir sombre et lui dit de regarder droit devant lui. Ayn dit que cet endroit est plus sombre que son propre avenir et Ursula le traite de parfait idiot. Elle lui dit que son œil gauche possède le pouvoir de l'arbre monde et s'il se concentre juste un peu, il pourra voir bien plus de choses. Ayn se concentre sur son œil gauche tout en pensant à Yuri. Et puis soudainement, il est capable de tout voir aussi clair que le jour.
Ursula est très satisfaite de cela et jette ensuite une pierre sur un monstre-œil endormi. Le monstre se réveille et commence à faire des ravages dans toute la pièce. Et Ursula dit à Hein que sa toute première leçon est d'esquiver toutes les attaques du monstre en utilisant sa compétence d'évaluation. Hein lui dit que la compétence d'évaluation ne fonctionne absolument pas comme ça, mais Ursula en a marre de cet idiot qui abandonne avant même d'avoir essayé. Elle lui dit que son œil spirituel peut utiliser la compétence d'évaluation d'une manière différente, et il l'essaie sur le monstre œil et découvre qu'il va cibler son oreille droite juste après. Hein est content de pouvoir lire le mouvement du monstre, mais cela ne l'aide pas vraiment, car le monstre atteint toujours son oreille et la lui coupe net. Ursula met immédiatement une barrière protectrice autour d'eux, puis guérit l'oreille d'Ain avec une goutte d'arbre-monde, lui disant qu'elle va le guérir, peu importe à quel point il était blessé, ce qui signifie qu'il n'y a absolument aucun moyen qu'il quitte l'entraînement incomplet. Elle retire la barrière et le monstre-œil l'attaque de nouveau. Hein lit qu'il va attaquer sa jambe gauche et utilise ensuite la compétence évaluation, une fois de plus pour déterminer le timing exact de l'attaque. Grâce à cela, il esquive l'attaque, mais alors qu'il en parle avec enthousiasme à Ursula, le monstre l'attaque par derrière. Elle lui dit d'arrêter de s'emballer, juste parce qu'il a réussi une seule fois, et il réalise qu'elle a tout à fait raison. Il s'entraîne à esquiver l'attaque du monstre pendant une semaine entière, et maintenant il peut analyser l'emplacement et le timing de l'attaque en même temps. Il est capable d'esquiver toutes les attaques, mais chaque fois qu'il devient arrogant à ce sujet, il se fait surprendre. Le monstre œil le prend au dépourvu et l'attaque. Ursula le guérit comme toujours, et dit ensuite qu'il a réussi la première partie de l'entraînement. Et maintenant, il est temps pour la deuxième partie. Elle lui dit qu'il doit vaincre la chauve-souris monstrueuse à l'œil unique. Et Hein dit que sa classe de métier n'est absolument pas adaptée au combat. Ursula lui dit d'arrêter d'être une chialeuse. Et puis elle lui donne une branche de l'arbre-monde que Yuri a cassée elle-même, afin qu'il puisse l'utiliser comme une arme. Elle dit à Hein de bien l'utiliser et de vaincre l'ennemi avec. Hein relève le défi, pensant que puisqu'il peut prédire le mouvement du monstre maintenant, il peut facilement le frapper. Cependant, il découvre que ses coups ne sont pas assez rapides pour toucher la chauve-souris monstrueuse. Il demande à Ursula de lui donner quelques conseils, et elle lui dit de trouver la solution par lui-même en utilisant l'œil spirituel. Hein décide de se concentrer pleinement sur la trajectoire du monstre, et puis soudainement, il est capable d'utiliser une version avancée de sa compétence d'évaluation. Quand il utilise la compétence super évaluation, il peut voir la trajectoire du monstre au ralenti. Il utilise cette chance pour lancer une contre-attaque dévastatrice, et d'un seul coup, il écrase le monstre au sol avec force. Hein est étonné de voir à quel point il est fort maintenant, mais Ursula lui donne un coup de karaté sur la tête et lui dit d'arrêter d'être trop confiant avec juste ça. Elle lui donne sa prochaine tâche, qui est de vaincre tous les monstres chauves-souris à l'œil unique de cet étage, et Hein parvient à le faire plus tôt qu'Ursula ne l'avait prévu. Elle lui dit que c'est l'heure de sa prochaine leçon maintenant, et cela implique d'évaluer les capacités du monstre-œil et de les faire siennes. Hein dit que ce n'est même pas possible, mais Ursula lui dit que c'est impossible pour les simples humains, mais qu'avec l'œil spirituel, lui, il peut le faire. Hein décide d'essayer, et après avoir fixé le monstre pendant un bon moment, il obtient soudainement sa compétence de super accélération. Sa tête a l'impression d'exploser à cause de toutes ces nouvelles informations, et puis Ursula lui dit d'essayer la compétence. Hein prend un départ accroupi et court ensuite comme mon père après ma naissance, mais ses muscles se déchirent, car ils ne sont absolument pas faits pour supporter un tel niveau de stress. Il tombe lourdement au sol, et Ursula le guérit avec les gouttes de l'arbre-monde. Elle lui dit de continuer à courir jusqu'à ce qu'il tombe d'épuisement, et elle le guérira. Ses muscles deviendront plus forts à chaque fois, et en faisant cela des centaines de fois, il aura un corps capable d'endurer absolument n'importe quoi. Après quelques jours, son corps devient beaucoup plus fort, et pour sa prochaine leçon, Ursula lui dit qu'elle le laissera évaluer ses compétences, même si elle ne veut vraiment pas le faire. Hein l'interroge sur la compétence, et Ursula le frappe avec une boule de feu, sans le moindre avertissement. Elle lui dit que la capacité qu'elle lui enseigne est de lancer de la magie sans chanter de sort, et lui dit d'évaluer sa capacité dans le court laps de temps où elle lui tire une boule de feu. Hein ne peut pas le faire et se fait retirer à pointe à la place, alors Ursula le guérit simplement et lui tire dessus de nouveau. Après un certain temps, Hein apprend à lancer des boules de feu sans chanter le moindre sort, mais il s'effondre rapidement car il n'a pas assez de mana. Heureusement, les gouttes de l'arbre-monde de Yuri rechargent rapidement son mana et augmentent même sa capacité de mana. Hein continue son entraînement pendant environ un demi-mois, et il est capable de lancer des centaines de boules de feu à la fois et aussi d'utiliser la magie intermédiaire. Ursula lui dit qu'il est enfin assez fort pour explorer le donjon par lui-même, mais avant cela, elle veut effectuer un test final. Elle l'emmène combattre un ours de la mort, et Hein devient nerveux à cause de son traumatisme passé. Ursula lui dit d'être plus confiant, car il s'est entraîné très dur pour devenir fort, et puis elle le pousse devant l'ours. Hein lui tire des boules de feu, mais il est un Stormtrooper dans l'âme, et aucune de ses attaques ne touche sa cible. Heureusement, la fumée agit comme une distraction, et Hein utilise la compétence de super vitesse pour atteindre l'arrière de l'ours.
Il essaie de l'attaquer, mais Hein utilise la compétence de super évaluation pour voir les choses au ralenti, et puis il tire un puissant sort de vent sur l'ours. Il tire ensuite des boules de feu sur l'ours sans s'arrêter, en touchant certaines et en manquant d'autres. Mais à la fin, il parvient à abattre le monstre de rang S. Il évalue ensuite les capacités de l'ours de la mort, et absorbe la compétence de rang S plus coupe acier, qui confère une durabilité et une puissance de perforation extraordinaire à ses attaques. Pendant qu'il se remet du mal de tête après avoir absorbé la compétence, Ursula lui dit qu'il a terminé son entraînement et qu'il est maintenant prêt à remonter le donjon par lui-même. Elle le ramène ensuite à l'Arbre-Monde et lui dit d'être reconnaissant, car elle va lui donner un dernier cadeau avant qu'il ne s'en aille. Le cadeau est le noyau spirituel restant de l'Arbre-Monde, et Hein dit qu'il ne peut pas le prendre car il est vraiment très précieux. Ursula lui dit qu'ils ne font que lui prêter ce pouvoir, car une fois qu'il mourra, le noyau retournera automatiquement à l'Arbre-Monde. Elle utilise son pouvoir magique pour fusionner le noyau spirituel avec l'œil prothétique d'Ain, mais il ne ressent absolument aucune différence. La vieille Loli lui dit qu'il faudra beaucoup de temps à un parfait idiot comme lui pour comprendre le vrai pouvoir de cet œil prothétique amélioré. Hein se tourne ensuite vers Yuri pour la remercier, mais elle n'est nulle part en vue. Il demande où elle est et Yuri lui répond de l'intérieur de son œil prothétique avant de se manifester sous sa forme humaine. Hein ne comprend absolument pas ce qui se passe. Alors Ursula explique que puisque son œil contient le noyau spirituel de l'Arbre-Monde, c'est fondamentalement un remplacement de l'Arbre-Monde. Cela signifie que Yuri peut vivre à l'intérieur, et de cette façon, elle sera avec lui peu importe où il ira. Yuri dit avec enthousiasme à Hein qu'elle le guérira de toutes les blessures et maladies en utilisant ses gouttes d'Arbre-Monde, et bien qu'il soit reconnaissant pour cela, il demande à Ursula si c'est vraiment bien pour lui d'emmener l'esprit de l'Arbre-Monde avec lui. Ursula lui donne un coup de pied sauté parce qu'elle ne veut pas envoyer Yuri avec un humain quelconque. Mais elle veut aussi que la jeune fille explore le monde et se fasse de bons amis. C'est pourquoi elle a décidé de la confier à Hein, car même s'il est un idiot, c'est une bonne personne. Hein jure qu'il prendra très bien soin de Yuri, et Ursula lui dit qu'il ferait mieux de le faire. Elle crée ensuite un tatouage lumineux sur sa main, qui est en fait le sort de stockage infini. Après cela, elle sort une épée spirituelle qu'elle a créée à partir des matières premières que Yuri lui a données, et dit à Hein de la mettre dans son stockage. Avant qu'il ne puisse le faire, Ursula poignarde son œil normal et lui fait ensuite avaler une pierre magique, afin qu'elle puisse remplacer son œil blessé. Et il lui demande ce qu'elle vient de faire, bon sang, et elle explique que son œil droit est maintenant remplacé par la pierre du sage qui lira leurs esprits. Grâce à cela, ils peuvent communiquer entre eux à tout moment, et Ursula peut voir tout ce qu'Ain voit. Elle lui dit que si elle le trouve trop proche de sa fille ou en train de se masturber en pensant à elle, elle le trouvera et le tuera. Après cela, Hein demande à Yuri si elle a des projets spéciaux une fois qu'ils atteindront la surface. Et elle dit qu'elle veut rencontrer ses sœurs. Ursula explique qu'à l'origine, il n'y avait qu'un seul arbre-monde géant, mais il s'est séparé en 9 parties distinctes et Yuri n'est que l'une d'entre elles. Les autres arbres-mondes sont ses sœurs, et Hein promet qu'ils voyageront partout dans le monde entier pour les rencontrer. Sur ce, il commence enfin son voyage, et Ursula continue de lui dire quelle route prendre et quel monstre il devra affronter. Hein trouve que vaincre les monstres de rang S est beaucoup plus facile maintenant, et il n'a même plus mal à la tête en absorbant leurs capacités, car Yuri le guérit instantanément. Bientôt, il atteint la salle du boss, et Ursula lui dit que s'il ne vainc pas le boss, le chemin vers les autres étages ne s'ouvrira pas. Hein n'est pas sûr car le monstre boss sera bien plus fort que tout ce qu'il a affronté jusqu'à présent. Mais Yuri et Ursula lui disent d'avoir foi en lui. Motivé par leurs mots, Hein entre dans la salle du boss et trouve le cœur du donjon juste devant lui. Soudain, un cercle d'invocation apparaît au sol, et de là émerge un golem de pierre géant. Elle dit à Yuri de retourner dans son œil, puis se précipite vers le golem. Il évite la première attaque facilement, mais le golem lui assène alors un puissant coup de poing. M utilise une autre de ses compétences acquises pour rendre ses mains dures comme l'acier, mais l'effet du coup de poing déchire ses muscles de la jambe. Yuri le soigne sur le champ, puis il utilise le poison dissolvant, compétence obtenue en tuant un serpent géant, pour faire fondre la main du golem. Cela rend le golem vraiment furieux, et il commence à attaquer Aang imprudemment, qui s'échappe de sa fureur et se cache derrière des rochers. Il réalise qu'il ne peut plus s'approcher du golem, mais Ursula lui dit alors d'utiliser le sort ultime qu'elle lui a enseigné car il a désormais assez de mana pour cela. Hein décide de suivre son conseil et utilise immédiatement la magie ultime Nova Strike sur le golem, le frappant avec la puissance d'une météorite et faisant fondre son corps. Il n'arrive pas à croire qu'il puisse faire ça maintenant, et Yuri sort alors de son corps pour commencer à le soigner. Hein lui tient les mains en la remerciant et Yuri commence à rougir. Cela ne plaît pas du tout à Ursula, qui lui dit de se concentrer sur l'évaluation des restes du golem. Hein évalue le corps du golem,
et obtient de puissantes capacités défensives et offensives de haut niveau. Ursula lui dit qu'il peut aussi évaluer le cœur du donjon, et Ayn n'est pas certain que ce soit sûr. Juste à ce moment-là, Ursula se téléporte près de lui et évalue le cœur du donjon pour lui. Elle trouve qu'il est similaire au cœur spirituel de l'Arbre-Monde et l'utilise pour renforcer l'œil prothétique d'Ayn. Elle lui dit qu'il peut vaincre plus de boss de donjon et utiliser le cœur pour améliorer la puissance de son œil spirituel, ce qui le rendra encore plus fort. Sur ce, les trois sortent de la salle du boss et les portes se referment derrière eux. Ursula dit que puisque le cœur du donjon a disparu, le donjon est effectivement scellé maintenant. Cela signifie que le chemin vers l'Arbre-Monde a été fermé, et même le trou par lequel Ayn est tombé doit avoir été scellé. Elle dit que maintenant personne ne peut atteindre l'Arbre-Monde, et cela signifie qu'elle n'a plus à rester derrière pour le protéger. Elle décide de venir avec Yuri et Ayn, et bientôt, ils atteignent la surface. Pendant ce temps, dans un bar de la ville, l'épéiste Zord boit avec d'autres aventuriers. Il leur raconte comment son groupe a été encerclé par des chiens de l'enfer dans le donjon, et il ne pensait vraiment pas s'en sortir vivant. Mais ensuite, il déforme les faits et dit que c'est Ayn qui a décidé de se sacrifier pour sauver les autres. Il commence à agir comme s'il était profondément reconnaissant envers Ayn pour obtenir la sympathie des autres aventuriers. Mais quand il voit Ayn debout derrière lui, il crache sa boisson. Zord lui demande comment diable il est encore en vie, et quand Ayn lui dit qu'il a simplement vaincu les monstres, il refuse catégoriquement de le croire. Les autres aventuriers disent à Zord qu'il devrait être heureux, car son sauveur est en vie. Mais Ayn leur dit qu'il mentait tout à l'heure. Il révèle que Zord et Gelim l'ont paralysé avec de la magie et l'ont laissé mourir aux mains des monstres. Cela rend tous les aventuriers furieux et ils commencent à jeter tout ce qu'ils peuvent attraper sur Zord. Cependant, Ayn les arrête, car malgré tout, Zord était la seule personne à l'avoir pris dans son groupe. Il remercie l'abruti pour tout et s'en va, surprenant tout le monde à l'auberge, car sa personnalité a fait un virage à 180 degrés. Après cela, Ayn, Yuri et Ursula commencent à explorer différents donjons, vainquant les monstres boss et absorbant le cœur du donjon. Ils continuent de chercher l'Arbre-Monde à l'intérieur de ces donjons, mais même après quelques mois, ils ne trouvent rien. Alors qu'ils reviennent d'un tel voyage dans un donjon, ils entendent des cris et se précipitent immédiatement sur les lieux pour trouver des monstres attaquant une calèche. Ayn tue rapidement les monstres et absorbe leurs capacités, tandis que Yuri et Ursula soignent les soldats lodge blessés. Ayn va ensuite vérifier une fille aux cheveux roses dans la calèche, qui tombe amoureuse de lui au premier regard et s'accroche à lui, l'appelant son héros. Ayn est confus et embarrassé par cela, mais ensuite, il apprend que la fille est Claudia, la troisième princesse du royaume, et l'homme avec elle est Jasper, le chef de la guilde des marchands. La princesse invite Ayn et son groupe à son palais pour les remercier, et après cela, elle se prépare à lui sauter dessus. Cependant, Yuri se met entre eux et déclare qu'elle est la femme d'Ayn. Ayn est choquée d'entendre cela, mais le plus grand choc vient quand Claudia dit nonchalamment qu'elle est heureuse de devenir sa deuxième femme. Alors que les deux filles se disputent sur ce sujet, le marchand Jasper vient voir Ayn et dit qu'il devrait plutôt l'épouser. Ayn panique à cela car il n'avait jamais pensé qu'il serait aussi attirant pour les hommes et les femmes, mais Jasper dit qu'il a une raison spéciale pour cela. Il conduit ensuite Ayn et les autres à son trésor, expliquant qu'il aime collectionner les pierres précieuses et l'œil gauche d'Ayn est un cœur spirituel, le plus précieux de tous. Ayn est choqué d'apprendre que Jasper a découvert son secret et le marchand lui raconte ensuite la légende de l'Arbre-Monde originel, épuisant toute sa puissance pour sceller le seigneur démon et disparaissant ensuite de la terre. Il dit qu'il cherche son cœur spirituel depuis des années et maintenant qu'il l'a trouvé, il veut le garder avec lui pour toujours. Ayn veut le refuser car il est plus droit qu'une règle. Mais Ursula lui dit que Jasper a de l'argent et aussi des informations sur l'Arbre-Monde, donc il peut utiliser ses ressources pour trouver d'autres Arbres-Mondes. Ayn accepte à contre-cœur de se rapprocher de lui, mais dit qu'ils ne seront amis qu'au début. Jasper n'a aucun problème avec ça, et il dit à Ayn qu'un jour, il sera sûrement un fier membre de son harem. Bientôt, Ayn, Yuri et Ursula se rendent dans un donjon caché dont Jasper leur a parlé dans l'espoir d'y trouver les sœurs de Yuri. Ayn entre seule dans le donjon et tombe bientôt sur une impasse. Ursula lui dit qu'il y a un sort de téléportation sur le mur et qu'il peut l'activer en le touchant. Juste au moment où Ayn touche le sort de téléportation, il se retrouve dans une immense forêt. Il panique en voyant une forêt dans un donjon et Ursula dit qu'il semble qu'une puissante illusion ait changé l'apparence du donjon. Ayn pense que la seule chose assez puissante pour créer une illusion de cette ampleur est un Arbre-Monde quand il entend une voix de nulle part. Yuri reconnaît la voix comme celle de sa sœur espiègle Pina et elle sort de l'œil d'Ayn pour lui parler. Pina dit qu'elle est heureuse de revoir sa sœur et lui demande de la rencontrer à la fin du donjon.
Hein se plaint à la petite espiègle que Yuri est venu jusqu'ici pour la rencontrer et qu'elle devrait utiliser la magie de téléportation pour les amener chez elle immédiatement. Pina lui dit qu'elle ne peut pas utiliser la magie de téléportation, donc ils devront traverser la forêt et Yuri est prête pour ça. Pina lui dit qu'elle devrait juste se détendre et laisser son petit ami faire le gros du travail, et Yuri commence à rougir en entendant cela. Hein lui dit aussi de retourner dans son œil, car la forêt peut être dangereuse, et il la dégagera plus vite tout seul. Pina se moque de sa confiance, lui disant qu'elle a mis des centaines de pièges dangereux partout dans la forêt, en plus de monstres féroces, et qu'aucun humain ne peut la traverser. Hein dit qu'ils verront bien et marche tout droit. Avec Ursula analysant la situation à travers son œil droit, il obtient des informations précises sur les pièges et comment les esquiver. Et il fait un speedrun à travers la forêt, frustrant la petite. Elle dit à Hein de faire au moins semblant de lutter car elle a travaillé dur pour installer ses pièges. Yuri lui dit aussi que Pina aime créer des choses et divertir les gens avec, et il répond que ce divertissement peut coûter la vie à quelqu'un. Pina lui dit juste qu'elle n'est pas une meurtrière, et elle envoie Lechi les gens dehors avant qu'ils ne soient en grave danger. Elle dit ensuite que de puissants monstres vont arriver et exhorte Hein à abandonner. Il déclare qu'il ne reculera devant rien pour rendre Yuri heureuse, et juste à ce moment-là, un monstre végétal de rang S apparaît devant lui. Le monstre l'attaque avec du pollen soporifique, mais Hein a toutes les résistances aux maladies, et il ne se sent même pas somnolent, frustrant Pina. Il invoque son épée, puis tue le monstre végétal en un coup, et l'évalue ensuite pour obtenir ses compétences. Il apprend qu'en utilisant la compétence unique du monstre végétal, il peut générer des graines de toutes sortes de plantes. Hein pense que c'est une compétence utile quand soudain quelque chose le frappe à la tête. Il se demande ce qui se passe et pourquoi il ne peut pas repérer l'attaquant, et Ursula lui dit qu'ils utilisent la compétence furtivité. Cependant, Pina est stupéfaite car Hein est toujours debout, malgré un tir à la tête. Il lui dit qu'il a une annulation d'attaque surprise, donc il ne subira aucun dégât de ses attaques, et cela l'énerve encore plus. Pour couronner le tout, Ursula parvient à localiser les monstres, attaquant Hein, et il utilise la magie de gravité pour les écraser à mort instantanément. Les fourmis furtives deviennent visibles après leur mort, et il utilise la compétence Évaluation pour copier leurs compétences, Furtivité, ainsi que la puissance de saut explosif. Pina commence à pleurer parce que rien ne fonctionne sur lui. Mais elle reprend confiance en envoyant deux monstres de rang S l'attaquer en même temps. Hein utilise juste sa super vitesse pour les tuer tous les deux d'un seul coup, et quand Pina apprend qu'il n'est qu'un évaluateur malgré sa force, elle abandonne. D'autre part, Zord, l'épéiste de l'ancien groupe d'Ain, est au plus bas. Tout le monde l'évite à la guilde, et même Jolene commence à agir comme si elle était innocente, et qu'il l'avait forcée à paralyser Hein. Les Simps de la guilde font confiance à Jolene et expulsent Zord, disant que personne ne formera plus jamais de groupe avec lui. Zord est enragé par cela, et il maudit Hein d'avoir survécu, car s'il était mort paisiblement, cela ne se serait pas produit. Il décide d'accomplir une quête de haute difficulté pour effacer sa mauvaise réputation et part en quête de chasser un monstre de rang C dans le même donjon qui cache l'entrée du donjon de Pina. Alors qu'il touche accidentellement le sort de téléportation dans le mur, il se retrouve dans la forêt et décide d'y chercher des monstres puissants. Cependant, il tombe immédiatement dans un piège, mais juste au moment où il est sur le point de heurter les pointes en dessous et de voir Dieu, il est téléporté de nouveau dans le donjon précédent. Soudain, il entend la voix de Pina, lui disant qu'il ne mourra pas dans son donjon et qu'elle le téléportera directement avant que quelque chose de grave n'arrive, donc il devrait se sentir libre de l'essayer à tout moment. Zord pense que c'est sa chance de devenir plus fort et de retrouver son honneur. Il entre dans le donjon encore et encore, se blessant à cause des pièges, mais ne renonçant pas. Il trouve bientôt un monstre crocodile géant devant lui, et aveuglé par la soif de gloire, il l'attaque. Cependant, le monstre est trop fort pour lui, et il le fait rouler d'un simple coup léger. Pina lui dit d'abandonner, et elle le ramènera à l'autre donjon, mais il refuse. Le monstre piétine soudainement son bras blessé, l'écrasant, et Zord crie de douleur. Le monstre l'attaque et il se prépare à mourir, mais soudain, Hein arrive et tue le crocodile géant d'un seul coup d'épée. Zord ne peut voir que son dos pour l'instant, alors il pense qu'il doit être un aventurier de haut rang avec une classe de métier rare. Mais quand il voit que c'est Hein, il est sans voix. Il lui demande ce qu'il fait ici et comment un ramasseur d'ordures comme lui a pu tuer un monstre aussi puissant d'un seul coup. Hein dit qu'il ne fait que s'échauffer et remarque ensuite les blessures de Zord. Il demande à Yuri de l'aide et elle éclabousse son eau bénite sur les blessures de Zord, le guérissant complètement. Cela le rend encore plus confus, mais avant qu'il ne puisse poser de questions, Hein l'endort avec de la magie et dit à Pina de le renvoyer. Après cela, il reprend son speedrun et atteint la salle du boss. Pina lui dit qu'elle l'attend au-delà de la salle du boss, et Hein s'inquiète que Sylvain le boss
le chemin vers l'Arbre-Monde sera définitivement fermé. Ursula lui dit que cela n'arrivera pas tant que le cœur du donjon est intact, et Hein entre. Il trouve qu'il y a aussi une forêt à l'intérieur de la salle du boss. Soudain, le sol commence à trembler, et il s'envole rapidement pour voir une tortue géante sortir du sol. Il panique en la voyant, mais Ursula lui dit d'arrêter de faire sa chochotte. Il attaque la tortue avec des boules de feu, mais elles ne font aucun dégât, et puis la tortue lui tire un puissant jet d'eau. Hein utilise super évaluation pour ralentir le temps, puis utilise la compétence parade pour renvoyer le jet d'eau à la tortue. Mais étonnamment, sa propre attaque ne lui fait aucun dégât non plus. Hein réalise soudainement l'astuce derrière cela, et il va devant le monstre boss et se met intentionnellement sous ses pieds qui piétinent. Cependant, l'attaque ne l'a même pas touché du tout. Et maintenant, il est certain que la tortue géante n'est qu'une illusion. Il utilise une compétence pour dissiper l'illusion et révèle que le monstre boss était en fait une petite et adorable tortue monstre. Ursula complimente Hein d'avoir compris cela par lui-même, car même elle n'avait pas pu voir à travers la puissante illusion. Hein ramasse ensuite la petite tortue et l'évalue pour découvrir qu'elle est l'enfant de l'une des 4 bêtes mythiques de la création. Et Ursula panique en voyant la description, car les 4 bêtes mythiques sont presque au même niveau que l'Arbre-Monde originel. Après cela, Hein se tourne vers Pina, lui demandant s'il doit vaincre l'adorable petite tortue pour réussir l'épreuve car il a déjà gagné. Elle lui dit qu'il doit la vaincre puisque c'est le boss, mais Hein et la petite tortue lui font les yeux doux et elle cède. Elle permet à Hein et aux autres de venir à son emplacement, et les 2 sœurs ont ensuite une réunion émotionnelle. Pina passe ensuite rapidement aux choses sérieuses et demande à Yuri si elle peut aussi venir avec elle, car elle s'est ennuyée de rester dans le donjon. Hein n'a aucun problème avec ça, car cela signifie une autre fille dans son groupe et plus de puissance pour son œil gauche, alors il accepte immédiatement. Après cela, la petite tortue descend de l'épaule d'Ain et se transforme en fille. Elle se présente comme Kirilheim, la gardienne de Pina, et la fille de la bête divine Genbu. Un panique en voyant cela, mais celle qui est plus choquée est Ursula, qui se met en position d'attention et commence à parler à Kuro, comme si elle était la professeure la plus stricte de l'école. Ain ne comprend pas ce qui se passe, et Ursula lui dit alors de demander la permission de Kuro avant de faire sortir Pina. Il s'agenouille devant Kuro pour demander la permission, et elle accepte volontiers. Elle présente une pierre de sage à Hein, car elle veut aussi venir avec lui et voir le monde. Bientôt Ursula traite. Le lendemain, le marchand Jasper emmène Hein à la guilde des aventuriers. Hein est nerveux d'être là avec une personne aussi importante que lui, car il craint que les gens ne pensent qu'il est un femboy qui a vendu sa dignité à un riche sugar daddy. Cependant, Jasper lui dit d'avoir plus confiance en lui, car ils montreront à tout le monde sa vraie valeur. Bientôt, la réceptionniste arrive et salue Jasper avec beaucoup d'enthousiasme. Elle est sur le point d'appeler le maître de guilde pour le voir, mais Jasper dit qu'il n'a pas d'affaires officielles avec la guilde aujourd'hui, et qu'il est là juste pour acheter les objets que son ami va vendre à la guilde. La réceptionniste demande la licence d'aventurier d'Ain, et quand elle découvre qu'il est un évaluateur de rang F, elle s'en prend à lui, disant qu'il n'y a aucune chance qu'il puisse chasser des monstres. Le reste des gens dans le bâtiment commencent aussi à se moquer d'Ain, pensant qu'il essayait d'arnaquer Jasper. Hein devient nerveux en entendant les moqueries de tout le monde, mais Jasper lui dit de leur montrer ce qu'il a dans le ventre. Il sort tous les butins rares de monstres de son stockage infini, et tout le monde est stupéfait de voir les objets dont ils n'ont fait qu'entendre parler. Ils ne croient pas qu'un évaluateur puisse les collecter seul, et ils commencent à accuser Hein de les avoir volés. Il sent son estime de soi couler plus bas que le Titanic, et regrette d'être venu à la guilde. Juste à ce moment-là, une maman garçon manquée arrive et dit à tout le monde de se taire, car personne ne devrait être jugé en fonction de son travail. Ils la reconnaissent comme la maîtresse de Guilde Megan et se taisent de devant elle. La maman garçon manquée réalise immédiatement que quelque chose dans les yeux d'Ain est spécial, et pendant ce temps, la réceptionniste a vérifié que tous les objets qu'il a apportés sont réels. Jasper déclare qu'Ain a chassé tous ces monstres seul, et il le garantit personnellement. La réceptionniste implore immédiatement le pardon d'Ain, et même Megan lui dit d'épargner la fille pour l'avoir jugée en fonction de son travail. Hein se sent bien après avoir entendu cela, et alors qu'il la remercie avec un sourire, la maman le prend en affection. Elle lui dit qu'il est mignon et qu'elle aimerait l'avoir comme son jouet. Mais Hein panique, car il n'a aucune idée de comment lui répondre. Megan lui dit de réfléchir à son offre, car ils vont de toute façon se voir souvent après cela, puis retourne à son bureau. La réceptionniste dit à Hein d'attendre pendant qu'elle obtient une estimation de la valeur de son butin.
Mais ensuite, Jasper lui dit de sortir aussi les objets du donjon caché. Les aventuriers paniquent en entendant qu'Ain a nettoyé un donjon caché et ils commencent à le traiter comme une célébrité. Mais il déteste l'attention et s'enfuit immédiatement. Plus tard, alors qu'il se détend dans un bain chaud, Yuri apparaît soudainement à côté de lui. Et cet incel panique car il n'a jamais vu une fille dans son plus simple appareil auparavant. Pina suit aussi sa sœur aînée et sort, taquinant Ain que sa troisième jambe réagit à Yuri. Elle commence aussi à taquiner Yuri, mais ensuite Ursula arrive et manque de réduire Ain en morceaux avec sa puissante magie pour avoir posé ses yeux sales sur le corps de sa fille. Ain se précipite immédiatement dehors pour éviter d'autres embarras et il trouve Kuro se relaxant là. Elle remercie Ain de l'avoir emmenée, elle et Pina, avec lui, parce qu'elle n'a pas vu la fille si heureuse depuis très longtemps. Il répond qu'il va aussi trouver les 6 sœurs restantes. Mais Kuro devient sombre en lui disant qu'il y en a 7. Ain est choqué d'entendre cela, et Kuro explique que l'arbre-monde le plus ancien a disparu du monde, mais son cœur spirituel n'a pas été complètement détruit. Elle est sûre qu'Echidna, l'esprit de l'arbre-monde, est vivante avec son gardien quelque part, mais ils n'ont aucune idée de l'endroit où la trouver. Le lendemain, Ain se réveille de bonne humeur et décide de reprendre sa recherche d'autres arbres-mondes. Il va au bureau de Jasper pour lui parler et à sa surprise, maman Megan est aussi là avec une quête spéciale pour lui. Elle dit que sa mission est d'abattre Behemoth, un dragon monstrueux créé par le seigneur démon il y a longtemps. Quand le seigneur démon a disparu, Behemoth a disparu avec lui aussi, mais récemment, il est réapparu. Megan dit à Ain qu'elle veut qu'il vainque le monstre de rang SS, et Jasper clarifie que cette mission pourrait lui coûter la vie. Tous deux disent qu'ils comprendront si Ain ne veut pas prendre cette mission risquée, mais il n'a aucune hésitation à l'accepter pour les aider. Megan le remercie et dit qu'elle lui souhaitera bonne chance. Le lendemain, Ain se rend à l'endroit où Behemoth a été repéré, et Ursula lui dit que le monstre est un ancien dragon de terre qui peut absorber le mana et tirer des balles qui peuvent déchirer l'espace. Elle dit à Ain que Behemoth se cache sous le sable pendant la journée et lui demande de le faire sortir. Ain invoque son épée, puis utilise son sort ultime pour créer un cratère géant dans le sol. Le dragon en colère en sort et demande qui a osé troubler son sommeil. Il regarde Ain, qui semble faible, mais il a pu lancer un puissant sort magique à l'instant. Behemoth se souvient qu'il était surpuissant depuis sa naissance, car le seigneur démon l'avait créé ainsi. Il a toujours cherché quelqu'un qui puisse lui offrir un combat divertissant, et il voit un peu d'espoir dans le garçon devant lui. Il demande à Ain qui il est, et celui-ci se présente comme l'homme qui va le tuer. Behemoth rit, disant qu'il est le monstre le plus fort créé par le roi démon. Ain dit qu'il peut aussi vaincre le roi démon, car il ne devrait pas être si fort non plus. Le dragon pouvait supporter n'importe quelle insulte, mais il ne tolère pas qu'un humain dénigre son maître. Il commence à tirer des balles magiques sur Ain, qui les esquive toutes rapidement. Puis il se précipite vers Behemoth, lui tailladant le bras avec sa lame. Le dragon n'arrive pas à croire que ses écailles dures aient été coupées si facilement, et il décide de changer son style de combat, et s'enfonce sous terre. Il refait surface juste sous Ain et l'avale entier, confiant que cela suffit pour gagner le combat. Cependant, l'instant d'après, sa gueule explose en centaines de morceaux. Et malgré cela, le Behemoth conserve sa conscience. Il réalise que c'est sa première et dernière défaite, et qu'il n'aurait pas dû sous-estimer son adversaire juste parce qu'il était humain. Behemoth demande à Ain comment il l'a vaincu, et celui-ci révèle qu'il a tiré son sort ultime à l'intérieur de son corps. Il explique qu'il l'avait déjà analysé avant le début du combat, et avait découvert que le dragon pouvait absorber le mana à travers ses écailles dures. Cela signifiait qu'attaquer de l'intérieur serait bien plus efficace. Ain dit aussi à Behemoth qu'il a érigé une barrière avant de lancer son sort ultime pour se protéger des dégâts. Le dragon monstrueux réalise qu'il n'avait aucune chance contre Ain, et il lui dit qu'il a bien combattu. Lentement, son âme se transforme en fumée et quitte les restes fragmentés de son corps, puis Ain évalue ses compétences pour les copier. Il obtient un tas de compétences de rang SS, y compris l'annulation d'attaques magiques, la manipulation du vide et de la terre. Quelques jours après cela, Ain et Yuri visitent le palais royal sur l'invitation de la princesse Claudia, qui a déjà décidé qu'elle serait la deuxième épouse d'Ain sans sa permission. Il essaie de faire sortir cette idiote de son délire, mais elle lui dit qu'elle l'a invitée ici pour rencontrer son père. Ain panique alors que le roi entre soudainement dans la pièce, et il bégaye comme une chèvre en essayant de se présenter. Malgré son apparence sévère, le roi est un amour, et il a aussi accepté Ain comme son gendre, sans la permission d'Ain. Le roi remercie Ain d'avoir vaincu le Behemoth, et aussi d'avoir sauvé sa fille, l'autre jour. Il s'incline devant lui, et Ain, nerveux, lui demande de remercier Yuri à la place.
car sans elle, il ne serait pas capable de faire quoi que ce soit de bien. Le roi exprime sa gratitude à Yuri, puis dit à Hein qu'il attendra avec impatience les exploits qu'il accomplira à l'avenir. Il décide ensuite de partir travailler. Mais avant de s'en aller, il donne à Hein une montre en argent avec l'emblème royal, qui lui donnera un accès illimité à n'importe quel endroit où il voudra aller. Bien qu'Ain pense que c'est trop, il accepte la montre car elle peut l'aider à trouver plus d'informations sur la famille de Yuri. Pendant ce temps, l'histoire d'Ain vainquant le Behemoth s'est répandue dans la ville, et tout le monde a commencé à l'admirer. Tout le monde sauf Zord, qui est traité comme une ordure par tous. Il est jaloux d'Ain d'être devenu si vite célèbre et fort, et le blâme pour ses malheurs. Zord sait qu'il ne peut que ravaler sa rage, car il ne peut rien faire contre Hein pour l'instant. Mais alors une femme bronzée apparaît devant lui, et se présente comme un esprit nommé Echidna, disant qu'elle peut lui donner le pouvoir dont il a besoin pour se venger. D'autre part, Hein se retrouve dans un cauchemar concernant son passé. Il voit Zord le traiter comme une merde, et il agit comme un perdant total qui encaisse les insultes avec un sourire. Il essaie de crier sur son ancien lui dans le rêve, mais évidemment, il n'entend rien. Soudain, il voit une meute de chiens, de l'enfer, dévorer son corps, et cela le fait frissonner de peur en réalisant qu'il aurait pu finir ainsi. Soudain, son corps à moitié dévoré commence à ramper vers lui, lui disant qu'il n'a survécu que grâce à son plot armor. Il dit qu'Ain est un perdant total qui serait mort impuissant s'il n'était pas tombé par hasard sur l'arbre monde, et même s'il est fier de sa fausse force maintenant, rien ne change le fait qu'il est faible et inutile à l'intérieur. Hein commence à crier en entendant cela, et son rêve se termine brusquement. Ursula est assise à côté de lui et lui demande s'il va bien. Hein reprend enfin ses esprits et demande où ils sont. Elle lui dit qu'il s'est effondré après la rencontre avec le roi à cause de l'épuisement et qu'il dort depuis. Ursula se plaint que Yuri s'est inquiété pour lui et Hein lui demande immédiatement où elle est en ce moment. Elle répond que Yuri et Pina sont allés se promener en ville pour se changer les idées et Hein s'inquiète. Ursula lui dit qu'il n'y aura aucun problème car elle suit Yuri en temps réel et si quelque chose arrive, elle peut simplement se téléporter à côté d'elle. Hein commence alors à raconter à Ursula le mauvais rêve qu'il a fait, et il se persuade que son moi onirique disait la bonne chose. Il croit qu'il n'est devenu si fort que grâce à sa chance qu'il a menée à Yuri. Mais au fond de lui, il est toujours la même ordure bonne à rien. D'autre part, Zord essaie de comprendre l'offre de la femme bronzée, Echidna, incapable de croire qu'il existe un moyen de lutter contre Hein. Echidna lui dit qu'Ain est devenu si fort sans même travailler dur grâce à l'œil spirituel. Zord la croit et commence à maudire Hein pour avoir triché afin de devenir fort, et Echidna rit, lui offrant le même pouvoir. Zord s'enthousiasme en entendant cela et dit qu'il veut aussi l'œil spirituel, et Echidna invoque une version corrompue de l'œil maléfique. Elle l'insère dans le front de Zord et il commence à crier en se transformant en démon. Echidna est satisfaite de ce résultat et elle se lèche les lèvres de manière effrayante en disant à Zord d'aller se venger. Zord rugit bruyamment et bondit haut dans le ciel, se sentant incroyablement rapide et fort. Il saute par-dessus les toits quand il aperçoit soudain Jolene avec son nouveau petit ami. Il décide de régler ses comptes avec cette garce d'abord et saute immédiatement devant elle. Son petit ami essaie de la protéger du monstre vert, mais Zord ne perd pas de temps et lui arrache immédiatement la tête. Jolene est horrifiée et dévastée en voyant cela, et en entendant la voix de Zord, elle le reconnaît. Elle réalise qu'il est là pour se venger et essaie immédiatement de le calmer. Elle s'excuse abondamment, disant qu'elle dira à la guilde qu'elle a lancé le sort de paralysie sur Hein de sa propre volonté. Zord ne semble pas convaincu. Alors la désespérée Jolene dit qu'elle fera tout ce qu'il veut, mais il lui croque simplement la tête aussi. Il commence à faire des ravages dans la ville, détruisant des bâtiments et blessant des passants innocents. Heureusement, Yuri et Pina sont à proximité, et Yuri utilise ses capacités de guérison pour aider les blessés. Echidna la scente, et elle utilise la télépathie pour dire à Zord d'arrêter de jouer avec les gens ordinaires et de cibler plutôt les esprits, car s'il les tue, Hein ne pourra plus utiliser leur pouvoir. Zord aime l'idée, et il se place immédiatement derrière Yuri pour l'attaquer. Yuri est trop terrifié pour bouger, mais Pina crée une barrière autour de Zord au dernier moment, protégeant sa sœur. Elle prend la main de Yuri et commence à s'enfuir pendant que Zord essaie de briser la barrière avec ses coups en coup de poing. Echidna lui dit que ses coups ne briseront pas la barrière, et lui dit d'utiliser le pouvoir spécial contenu dans son œil spirituel. Zord canalise le pouvoir anti-esprit de l'œil, et une aura sombre entoure son bras, lui permettant de briser la barrière d'un seul coup. Il bondit alors vers Yuri et Pina, et les rattrape en un rien de temps. Pina utilise une autre barrière pour l'arrêter,
Mais en utilisant son pouvoir anti-esprit, Zord brise la barrière et la projette au loin. Pina est choquée et terrifiée de voir sa barrière brisée si facilement, et elle perd espoir. Soudain, Yuri s'interpose devant elle, lui disant de s'enfuir. Zord l'attrape rapidement et commence à la serrer en lui disant de blâmer Hein pour sa mort. Yuri appelle Hein à l'aide alors que Zord essaie de l'attaquer, mais l'instant d'après, Hein se téléporte là et taillade Zord pour sauver sa bien-aimée. Ursula arrive une fraction de seconde plus tard, et Hein dit à tout le monde d'entrer dans son œil pendant qu'il s'occupe du monstre. Il essaie de l'évaluer, mais n'obtient aucune information claire à son sujet, à part le fait qu'il est une chimère formée artificiellement. Ursula essaie aussi d'évaluer Zord, mais elle ne trouve rien non plus car Echidna a utilisé un sort de dissimulation de haut niveau sur lui. Zord charge alors Hein, qui le pare facilement et le projette contre une maison voisine. Zord sort du toit et commence à le submerger de ses attaques rapides, et quand Hein utilise une barrière, il la brise avec aisance. Hein ne comprend pas ce qui se passe, mais Zord lui demande alors si c'est tout ce qu'il a. Hein reconnaît sa voix, et Zord lui dit qu'il a aussi évolué après avoir obtenu le pouvoir de l'œil spirituel. Hein est encore plus confus maintenant, et profitant de cette chance, Zord lance une autre série d'attaques et le repousse. Il monte sur un toit, et Zord dit à Hein qu'il se sent au sommet du monde avec ce pouvoir. Il pointe du doigt les cadavres de Jolene et de son petit ami, disant qu'il s'est vengé de ceux qui se moquaient de lui. Il dit à Hein qu'ils sont tous les deux pareils, et qu'il doit aussi vouloir se venger de lui pour tout ce qu'il a fait. Hein lui dit qu'ils ne sont pas pareils, et qu'il ne veut pas se venger, mais alors la personnification de ses insécurités et de ses émotions négatives apparaît derrière lui et lui demande d'arrêter de mentir. Elle dit à Hein de céder à sa haine et de se venger, et Hein se bouche les oreilles pour empêcher sa voix d'atteindre ses oreilles. Au même moment, Zord continue de l'insulter et Hein est acculé. Soudain, Yuri sort et dit à Zord de la fermer parce qu'Ain n'est rien comme lui. Elle dit qu'Ain est fort et gentil et qu'il ne s'abaissera jamais à rêver de vengeance. Ursula sort aussi et dit à Hein de croire en lui car il est devenu fort, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Elle lui dit qu'il a peut-être obtenu des capacités et des pouvoirs grâce à Yuri, mais qu'il a toujours eu le courage et la gentillesse d'aller de l'avant malgré tout. Yuri lui dit aussi qu'elle lui fait confiance, et motivé par ses paroles, Hein décide d'affronter ses insécurités de front. Il déclare qu'il sera à la hauteur des attentes de Yuri, quoi qu'il arrive, et passe en Super Saiyan, libérant une énorme quantité de mana doré qui consume ses insécurités et ses émotions négatives. Même Zord est sidéré par cette explosion de mana, et Ursula dit à Hein qu'il a enfin cessé de douter de lui-même, et qu'il peut maintenant utiliser la pleine puissance de l'esprit. Zord dit que cela ne l'empêchera pas de tuer Hein, et bondit immédiatement vers lui. Hein reste complètement immobile jusqu'au dernier moment, puis frappe Zord d'un contrepoint qui envoie son misérable derrière s'écraser sur la route. Zord ne peut pas accepter cela, mais Hein marche déjà vers lui avec une expression de pitié sur le visage. Zord se précipite pour l'attaquer par frustration, et Hein invoque une barrière qui arrête son pouvoir sombre. Ursula dit à Zord qu'il n'a reçu qu'une petite quantité de pouvoir de l'esprit derrière lui, et qu'il ne peut pas battre Hein dans son état actuel. Zord crie à Echidna de lui donner plus de pouvoir, et elle le fait volontiers, le mutant encore plus. Zord dit à Hein qu'il est le plus fort maintenant, et fonce vers lui, mais Hein invoque son épée et frappe le pauvre bougre d'un puissant coup, détruisant son corps et l'œil spirituel corrompu. Cependant, Zord survit à l'attaque d'une manière ou d'une autre, et bientôt, les gardes arrivent et l'arrêtent. Hein le regarde être emmené et pense que quelqu'un a utilisé sa faiblesse et son désespoir contre lui. Il commence à se demander qui est derrière tout cela et pourquoi ils font ça, mais il n'y a aucun indice pour chercher une réponse. Plus tard cette nuit-là, Echidna récupère la partie brisée de l'esprit corrompu, Ai, qui était en fait un dispositif d'enregistrement pour recueillir des données sur le pouvoir et les compétences d'Ain. Elle est impressionnée par ses capacités et aussi déçue qu'il ait intentionnellement retenu son pouvoir pour ne pas tuer Zord. Cependant, elle a scellé les souvenirs de Zord afin qu'il ne révèle rien d'elle aux flics. Echidna retourne ensuite à sa base, promettant au seigneur démon qu'elle le ressuscitera à tout prix. Le lendemain, alors qu'Ain boit du thé, Yuri l'approche soudainement avec une requête. Elle s'agite d'excitation et d'embarras en demandant à Hein de l'embrasser. Et Hein commence à transpirer car il n'a jamais embrassé une fille, même dans ses rêves. Il demande à Yuri d'arrêter de le taquiner, mais elle insiste sur le fait qu'elle est sérieuse car c'est le rituel du contrat entre un esprit et son gardien. Juste à ce moment-là, Ursula apparaît derrière le canapé, et bien qu'elle n'en soit vraiment pas ravie, elle affirme que Yuri dit la vérité. Elle explique que jusqu'à présent, Hein était un gardien en formation,
et sa connexion avec Yuri était instable, faisant que son mana était soit trop fort, soit trop faible, et cela mettait beaucoup de pression sur Yuri. Ursula lui dit que maintenant qu'il est éveillé, il devrait former un contrat avec elle pour stabiliser leur connexion. Et Ain comprend. Il pense qu'un baiser sur le dos de sa main suffira pour le contrat. Mais alors Pina et Kuro arrivent aussi, et disent à Ain d'y aller pour un bon vieux baiser avec de l'action de langue. Il leur dit de regarder ça, et plus encore sur son OnlyFans pour seulement 39$ par mois, et puis Ursula les réprimande, leur disant de laisser Ain et Yuri un peu d'intimité. Tout le monde quitte la pièce avec ça, et Yuri ferme les yeux en se préparant pour le baiser. Ain est choquée, car elle va vraiment lui donner le baiser, et il marche vers elle avec excitation. Malheureusement, il trébuche sur la jambe de John Cena, et au lieu d'aller vers les lèvres, il embrasse accidentellement Yuri sur le front. C'est suffisant pour former le contrat, et Ain monte de niveau, tandis que Yuri commence à fondre de pure joie. D'autre part, Echidna se rend dans le royaume des démons et rend visite à un démon corbeau de haut rang, nommé Falco. Elle lui dit qu'elle a des ordres pour lui directement du seigneur démon, qui veut qu'il tue Ain. Falco n'est pas intéressé à s'occuper personnellement d'un simple humain, et même quand Echidna lui dit qu'il a vaincu Behemoth, il n'est pas convaincu. Alors Echidna utilise ses charmes pour le séduire. Et comme un bêta simp, Falco lui promet qu'il en finira rapidement avec Ain. Il crée immédiatement un portail vers le monde humain et vole vers la maison d'Ain à toute vitesse. Il est confiant que sa super vitesse lui donnera une victoire facile. Mais apparemment, Ain l'a senti approcher, et il sort de sa chambre pour lui parler. Falco s'arrête devant lui et commence alors à se présenter fièrement, mais Ain lui demande de se taire car tout le monde dort. Falco est furieux de cela, et il charge à toute vitesse, mais pour Ain, il se déplace très lentement. Ain le gifle simplement, et se retrouve à côté de lui en une seconde. Il frappe Falco avec les balles de vide pour l'achever, puis absorbe ses capacités de contrôle du vent et de super vitesse. Alors qu'il se demande pourquoi le démon le ciblait, Yuri et d'autres apparaissent devant lui, car le bruit du combat les a réveillés. Le lendemain matin, Ain se rend à la bibliothèque interdite du palais royal pour en savoir plus sur les donjons cachés. La princesse Claudia est là pour l'accueillir et le guider, et grâce à la montre royale que le roi lui a donnée, Ain n'a aucun problème à atteindre la bibliothèque. Cependant, Claudia lui dit que seuls ceux qui ont la permission du roi et de la bibliothécaire peuvent entrer dans la bibliothèque interdite. Elle demande à Ain d'essayer d'entrer par la porte, et il y parvient sans aucun problème. Mais quand Yuri essaie de le suivre, elle heurte un mur invisible. Ursula se téléporte à côté d'elle et découvre que le mur est assez solide pour la garder à l'extérieur aussi. Et cela a également perturbé la connexion entre Ain et Yuri. Ain est inquiet maintenant, mais il décide d'aller de l'avant et de trouver ce dont il a besoin rapidement. Une fois qu'il atteint le bâtiment principal, il trouve qu'il y a trop de livres là-bas, et il n'a aucune idée de comment trouver celui dont il a besoin. Soudain, il voit une fille tomber au sol, et il bondit rapidement pour la sauver. La fille est vraiment troublée en le remerciant, et Ain lui demande comment elle est tombée. Elle dit qu'elle lisait un livre au sommet de la bibliothèque, et qu'elle était tellement absorbée qu'elle n'a même pas remarqué qu'elle tombait. Elle utilise ensuite la magie pour remettre son livre à sa place, et se présente comme Alice, la bibliothécaire. Elle lui dit qu'elle connaît l'emplacement de chaque livre dans cet endroit, et Ain lui demande si elle peut l'aider aussi. Il dit qu'il veut un livre sur les donjons cachés, afin de pouvoir réunir une personne spéciale de sa vie avec sa famille. Alice devient soudain un peu triste en entendant cela. Et après avoir donné le livre à Ain, elle lui demande comment va Yuri. Il est surpris qu'elle connaisse Yuri, et Alice lui dit qu'elle est aussi l'un des esprits de l'Arbre-Monde, et qu'elle peut voir le noyau spirituel de Yuri dans l'œil d'Ain. Ain est choqué d'entendre cela, et juste à ce moment-là, la gardienne d'Alice, Aika, arrive et commence à la réprimander de ne pas l'avoir informé qu'ils avaient un invité. Ain et Aika s'entendent immédiatement, puis il dit à Alice que ses sœurs l'attendent dehors. Aika lui dit rapidement qu'il leur est impossible d'entrer et de rencontrer Alice. Elle explique que cette bibliothèque n'est pas à l'intérieur du palais royal, mais c'est un donjon caché auquel on peut accéder par un portail qui est la porte de la bibliothèque interdite. Elle dit que le portail a de sérieuses restrictions, il ne permet donc qu'aux humains approuvés par le roi et Alice d'entrer. Il existe un ancien contrat entre l'esprit de l'Arbre-Monde et cette bibliothèque qui les avantage tous les deux. Et si Yuri ou Pina entrent ici de force, le contrat serait rompu. Aika dit à Ain que la seule façon pour lui de faire venir ses filles ici et de leur faire rencontrer Alice est de trouver l'emplacement du donjon caché et de le nettoyer correctement. Ain suggère qu'il peut emmener Alice dehors à la place, mais Aika dit que cela n'arrivera pas non plus. Elle dit qu'Alice est une faible qui ne peut pas se battre, et qu'elle n'a aucune intention de quitter cet endroit non plus. Alice devient morose en entendant cela, et Ain l'approche, sachant qu'elle a peur de sortir dans le monde inconnu. Il lui dit qu'il était comme ça aussi,
Mais avec le soutien de Yuri et des autres, il est devenu fort et plus confiant. Il promet à Alice que si elle veut voir le monde, il la protégera de tout et la soutiendra de toutes les manières possibles. Alice est troublée en entendant cela, puis Hein lui dit qu'il la reverra demain après avoir trouvé une entrée au donjon. Le lendemain, alors qu'Eka coiffe Alice, elle lui demande si elle veut sortir. Elle sait qu'Alice a peur, mais il est très facile de lire sur son visage qu'elle aime Hein. Alice lui dit qu'elle est tombée amoureuse d'Ain au premier regard et que tout ce qui s'est passé était exactement comme dans les livres qu'elle lisait. Cependant, elle n'est toujours pas sûre de devoir sortir, et Aika l'encourage à faire le grand saut. Elle lui demande de faire confiance à Hein et de partir avec lui, car même si les choses ne se déroulent pas comme prévu, elle pourra toujours revenir à la maison. C'est alors qu'Ain pénètre dans la bibliothèque via le palais royal, n'ayant pas trouvé l'entrée du donjon secret dans le livre. Eika tapote gentiment le dos d'Alice, lui disant de placer sa foi en Hein, et la jeune fille timide lui demande de l'emmener découvrir le monde extérieur. Hein la soulève aussitôt dans ses bras, puis s'élance aussi haut qu'il le peut, quittant la bibliothèque pour émerger dans le donjon secret qui se trouve juste au-dessus. Eka le suit également, et elle confie à Hein le noyau spirituel d'Alice pour que celle-ci puisse les accompagner. Elle crée aussi un clone pour l'épauler, car elle ne peut pas se téléporter comme Ursula. Ainsi, Hein et les jeunes filles commencent à explorer le donjon secret, et il doit porter Alice sur son dos une bonne partie du trajet, en raison de sa très faible endurance. Il repousse les monstres du donjon, même sans le précieux soutien d'Ursula. Et bien qu'il rencontre quelques difficultés face au boss samouraï, il parvient également à le vaincre. C'est ainsi qu'ils atteignent la sortie, et Alice semble un peu déçue, pensant qu'un ne la portera plus une fois qu'ils seront à l'extérieur. Il lui assure qu'elle pourra toujours lui demander de la porter, et en voyant Alice si rayonnante de bonheur, Heike se met à s'extasier devant leur romance naissante. Peu après, ils arrivent à la demeure d'Ain, et Yuri se précipite pour enlacer Alice, mais celle-ci la repousse aussitôt, car elle n'apprécie guère d'être touchée. D'un autre côté, Ursula se fige littéralement devant Heike, car cette dernière est également sa supérieure dans la hiérarchie des gardiens. Ensuite, Yuri enlace chaleureusement Hein, pour avoir enfin ramené sa sœur aînée à l'extérieur, ce qui bien sûr rend Alice terriblement jalouse. Pina, qui a tout remarqué, décide d'inciter Alice à passer à l'action. Elle enlace alors Hein très fort à son tour, faisant remarquer que son bras droit est encore libre. Et avant même que Yuri ne puisse s'en emparer, Alice bondit et s'y accroche fermement. Pina commence à la taquiner gentiment à ce propos, et Hein réalise alors que sa vie va devenir considérablement plus compliquée avec son harem d'esprits de l'arbre-monde et leur mère. Pour tenter de leur échapper, Hein se précipite au sauna, mais toutes ses effrontées le suivent sans vergogne jusque-là. Elle ne cesse de harceler Hein, lui demandant sans relâche s'il aime Alice, et peu importe à quel point il essaie, il ne parvient pas à leur échapper. Par un heureux hasard, Ursula est la seule à prendre son parti, et elle déclare à toutes qu'on ne peut absolument pas poser de questions aussi intimes à quiconque. Hein la remercie chaleureusement de l'avoir tirée d'un mauvais pas, mais un autre problème, bien plus délicat, l'attend déjà. Il redoute en effet qu'être ainsi entouré de toutes ces beautés vaporeuses ne fasse s'éveiller son arbre-monde. Il déclare aux jeunes filles qu'il ne supporte plus cette chaleur étouffante et tente de quitter le sauna, quand Alice, tout à coup, s'effondre sur lui. Il constate qu'elle aussi éprouve des difficultés et lui dit qu'elle n'a absolument pas besoin de se forcer à rester là. Alice lui déclare alors qu'elle fera désormais tout ce qui est en son pouvoir pour rester à ses côtés, mais ses sœurs, croyant qu'elle s'adresse à elle, s'agrippent aussitôt à elle, affirmant qu'elles partiront toutes ensemble à l'aventure dès à présent. Leurs gardiennes savent pertinemment que les jeunes filles viennent de contrecarrer la confession de leur sœur, mais elles ne souhaitent pas vraiment s'en préoccuper outre mesure. Pendant ce temps, Hein se dirige vers Ursula et lui demande d'insérer le noyau spirituel d'Alice directement dans son œil. Elle accepte sans hésiter, et Aka lui remet également sa pierre de sage afin qu'il puisse utiliser ses propres pouvoirs. Ursula fait alors absorber ces deux éléments à Hein. Alice commence ensuite à marcher en direction d'Ain, mais elle glisse malencontreusement, et dans sa tentative désespérée de rattraper sa chute, elle s'agrippe au pantalon d'Ain et le tire vers le bas, dévoilant ainsi son bois miracle. Le lendemain, Hein se rend à une rencontre avec Jasper et maman Megan, qui lui révèlent avoir reçu une requête directe du roi, une mission que seul lui est capable d'accomplir. Il lui explique que cette requête concerne des démons, bannis à jamais du royaume humain par le héros qui avait érigé une barrière dimensionnelle pour empêcher leur retour définitif. Cependant, il s'avère que récemment, des démons ont commencé à lancer des attaques sur un territoire nommé Reishik, et aucun aventurier ordinaire n'est en mesure Il convoque de aussitôt les une réunion affronter. avec son harem et prend la décision Jasper et d'accepter cette Megan requête. supplient donc Pendant ce temps, Hein sur le de se territoire de charger Rajak, de ces un groupe démons d'habitants se avant dirige vers un qu'ils ne mystérieux causent Stonehenge. davantage de Une tort jeune aux fille humains. pleine de vie, nommée Mia, demande à son père où ils se rendent et celui-ci lui répond, d'une voix hésitante, qu'il l'emmène retrouver sa mère, qui repose désormais au ciel. Ils s'immobilisent dehors devant le Stonehenge, puis tous s'agenouillent, terrifiés, lorsqu'un démon Hydra émerge du cercle de pierre. Le père de Mia lui intime d'avancer, lui expliquant que l'Hydra la conduira auprès de sa mère, persuadée qu'elle ignore tout de son funeste destin. Cependant, Mia sait pertinemment qu'elle va être sacrifiée, mais elle s'avance néanmoins avec un courage admirable pour se donner en sacrifice, et ainsi sauver le reste des villageois. Au moment précis où elle est sur le point d'être dévorée,
Son père, pris d'un remords soudain, supplie l'hydre de le manger à sa place et d'épargner sa fille. L'hydre rappelle alors aux villageois que, conformément à leur pacte, elle exige une femme chaque mois et qu'en contrepartie, leur village demeure en sécurité. Il déclare aux humains qu'ils seront sévèrement punis pour avoir tenté de rompre ce contrat, puis il crache un poison virulent qui les assomme tous sur le champ. Mia est la seule à ne pas être affectée par ce poison, et elle se met à crier à l'aide, désespérée, tandis que l'hydra tente de la dévorer. Soudain, Hein fait son apparition pour sauver la situation et protège la jeune fille grâce à sa puissante barrière. Ursula le met en garde, lui conseillant d'être extrêmement prudent, car cette hydra est un monstre de rang SS, doté d'un poison d'une puissance redoutable. Hein demande alors à Yuri de secourir d'abord toutes les victimes du poison de l'hydra, et elle réussit à les guérir en une seule tentative, car ses pouvoirs ont considérablement évolué en même temps que l'œil d'Ain. Après cela, Hein intime aux villageois de s'enfuir au plus vite, leur rassurant qu'il se chargera personnellement de l'hydre, mais personne ne croit qu'il puisse réellement faire quoi que ce soit. Certains d'entre eux l'identifient Hein, aussitôt sans un comme le mot, héros légendaire qui a terrassé dégaine l'ancien dragon, simplement et son tandis épée qu'Ursula évalue et minutieusement tranche les l'hydre capacités de en l'hydre, des centaines les de villageois morceaux, remercient chaleureusement Hein de stupéfiant leur avoir ainsi sauvé la vie. tous les Il leur villageois demande présents. alors de le mener auprès du seigneur de cette région, et les villageois, tout à coup, deviennent étrangement moroses. Ils expliquent à Hein que, bien qu'il les ait délivrés de l'hydre, il aurait été de loin préférable qu'il les laisse simplement mourir. Sur ces mots, Il atteint il rapidement s'éloigne. le somptueux Mais manoir Hein du est bien seigneur décidé et à décide de rencontrer le ce seigneur confronter et au à sujet de comprendre ce l'utilisation qui ne abusive tourne de pas sa rond fortune dans cet pour endroit. l'apparat. Le seigneur de Alors la même région, que son Nigun, peuple sort pour souffre de l'accueillir, la faim. et il se révèle être un Il parfait idiot pénètre dans d'une la maladresse demeure, totale. Tandis qu'il et partage une demande tasse de d'une thé, voix Hein explique à forte Nigun qu'il est venu si ici pour quelqu'un est agir face aux présent. démons qui s'en prennent à cette région. Nigun lui assure calmement qu'il n'y a aucun démon aux alentours, et que les rapports transmis à la guilde ont certainement été exagérés, car il y a déjà bien trop de monstres dans cette région. Hein répond qu'il souhaiterait tout de même rester quelques jours et patrouiller la région la nuit, juste pour s'en assurer. Il informe ensuite Nigun qu'il a abattu une hydre en chemin, et cette révélation modifie subitement la personnalité du seigneur. Il lâche sa tasse, sous le choc, en apprenant la mort de l'hydra, et demande à Hein comment il a bien pu la tuer, alors qu'elle était la seule entité capable d'empêcher les monstres de la forêt d'attaquer le village. Il se met à fustiger Hein, affirmant que sans l'hydra pour défendre leurs frontières, les monstres de la forêt reprendront leurs attaques. Hein rétorque qu'il était inacceptable de conclure un tel pacte avec l'hydra, car elle exigeait des sacrifices humains. Nigun, lui, réplique que sacrifier une seule personne pour le bien de tout le territoire n'était pas un problème majeur. Il lance à Hein qu'il n'aura qu'à tuer quelques monstres et rentrer chez lui, mais que les habitants de son territoire, eux, vont cruellement souffrir à cause de ses agissements. Il quitte la pièce avec fureur, laissant Hein perplexe et ne sachant absolument pas quoi faire à présent. Hein quitte le manoir, tandis que Nigun, de son côté, se rend pour parler à son propre reflet dans un miroir magique. Il nomme ce reflet Ombre, et pris de panique, lui explique qu'Ain a bel et bien tué l'hydra. Ombre assure à Nigun qu'ils pourront aisément trouver un autre monstre pour remplacer l'hydra, mais que leur véritable problème, c'est Hein. Il persuade le noble d'une crédulité déconcertante qu'Ain est en réalité un démon, car aucun être humain ne saurait tuer un monstre de rang Nigun, aveuglément SS confiant, le tel croit sur qu'une parole hydra. et s'empresse d'organiser Il l'élimination d'Ain. ajoute que s'ils Ombre, quant à désirent lui, réellement déclare protéger que leur les humains sont d'une territoire, facilité déconcertante à ils manipuler, se doivent et qu'après un peu plus de travail de ça, impérativement de il l'éliminer. sortira du miroir pour prendre possession du corps de Nigun. D'un autre côté, Hein découvre que le mur d'enceinte du village est affreusement endommagé et qu'il n'y a absolument aucun garde posté à cet endroit. Il tente d'interroger les villageois au sujet de Nigun, mais dès qu'ils entendent son nom, ils s'enfuient, pris de panique. Hein comprend que tout le monde craint Nigun, et il s'efforce de dénicher le moindre indice susceptible de l'aider. Il découvre bientôt un homme abattu, assis seul, le regard perdu sur son champ, qui a été entièrement ravagé par les monstres, et ce, dès la mort de l'hydre. Il intime à Hein de retourner d'où il vient, car des individus comme lui ne peuvent absolument pas leur venir en aide. Hein prend cette remarque très personnellement, et il utilise aussitôt sa magie pour préparer le champ, puis y plante des graines enchantées qui font pousser des légumes instantanément. Puis il emploie ça à la magie de la terre pour ériger un mur épais et très haut tout autour de la zone, afin de maintenir les monstres à l'écart. Le fermier est stupéfait de ce qu'il voit, et Hein lui déclare qu'il est bien trop tôt pour qu'il renonce à sa vie. Il lui demande de le laisser venir en aide à ce village, et l'homme se met alors à rire, car les paroles d'Ain lui rappellent étrangement le père de Nigun, l'ancien seigneur. Mais dès l'instant où L'homme il est décédé raconte et que, que son le fils a pris précédent les rênes, seigneur tout est parti en était vrille. une Aussitôt que personne Nigun est d'une arrivé au grande pouvoir, bonté l'hydra a fait son et d'un apparition, courage et il a conclu un pacte avec elle exemplaire. sans la moindre considération. Il a drastiquement réduit leur budget de défense et a augmenté les impôts jusqu'à la limite absolue, et quiconque osait protester contre ces mesures n'a plus jamais été revu. Cela a eu pour effet de faire perdre tout espoir à chacun. Mais à présent, le fermier affirme qu'il croit de nouveau en un avenir meilleur, et ce, grâce à Hein.
Hein est profondément sort pour ému lui en demander si entendant tout ces va mots, bien, et il lui mais assure alors, qu'il va vaincre soudainement, absolument tous les les monstres, capacités afin d'Alice qu'aucun d'entre eux s'éveillent ne puisse et causer le il moindre perçoit tort une au village. gigantesque Hein horde saute de sur le mur monstres pour observer des milliers de s'approchant monstres se dangereusement du précipiter village. vers le village, et il panique, réalisant que cette tâche ne sera pas aisée même pour lui. Alors qu'il redescend, Yuri apparaît juste derrière lui demandant ce qu'ils vont bien pouvoir faire à présent, et Hein n'a absolument aucune idée. Cependant, en voyant les villageois sombrer dans le désespoir, il prend la ferme décision de tout donner pour protéger leur précieuse vie. Il demande à Yuri de se loger dans son œil, puis il s'élance haut dans les airs, libérant une gigantesque balle de vide, dans l'espoir d'éliminer quelques monstres et d'effrayer les autres. Cependant, cette attaque ne produit aucun effet, et les monstres continuent de foncer sans relâche vers le village. Certains d'entre eux bondissent soudainement sur Hein, et bien qu'ils parviennent à esquiver leurs premières attaques, ces monstres, semblables à des singes, se révèlent bien plus agiles qu'ils ne l'avaient imaginé. Ils se saisissent les mains en plein vol et se projettent mutuellement vers Hein avec une vitesse redoublée. Il active alors sa compétence Super Évaluation pour les observer au ralenti, puis les anéantit grâce à ses puissantes attaques. Ensuite, il érige une barrière pour confiner quelques monstres et les élimine tous à l'aide de balles de vide. Mais certains d'entre eux parviennent à se glisser derrière lui. Hein utilise alors une autre compétence pour générer ses clones juste derrière les monstres, puis il déploie des fils d'acier pour les déchiqueter. Les villageois qui fuyaient les monstres s'arrêtent net et fixent Hein avec une admiration mêlée d'incrédulité, car ils ne peuvent tout simplement pas Ursula le met en croire garde, lui qu'il disant que affronte s'il persiste à tous ces combattre de cette monstres manière, à il lui finira par seul. s'effondrer. Mais Hein Mais ce est qu'ils résolu à ignorent, protéger l'intégralité c'est des qu'il villageois. est en train Il de invoque son épée repousser et adopte ses une posture de propres combat limites. pour déchaîner une attaque à large rayon d'action qui anéantira tous les monstres en un seul coup. Mais Ursula lui intime d'arrêter immédiatement, car à ce rythme, son corps ne tiendra plus très longtemps. Hein refuse catégoriquement d'abandonner, même lorsque les monstres s'acharnent sur lui. Il dégaine alors son épée avec toute sa force, libérant une entaille dévastatrice qui anéantit tous les monstres en un seul coup. Cependant, il a atteint ses dernières limites avec cet effort, et il s'écroule au sol au moment précis où Yuri émerge de son œil. Elle commence aussitôt à le soigner avec son eau bénite, mais Hein s'est infligé des blessures si graves que même l'eau bénite met un certain temps à le rétablir complètement. Dès qu'il se sent un peu mieux, Hein se relève pour remercier Yuri, mais au lieu de la trouver, il voit la jeune Mia bondir sur lui, l'appelant Dieu. Le reste des villageois est également présent, et il remercie chaleureusement Hein de les avoir, une fois de plus, tirés d'affaire. Cependant, le fermier qu'Ain avait secouru plus tôt a une toute autre préoccupation en tête. Il commence à interroger ses amis, leur demandant combien de temps encore, Et finalement, ils ont ils été comptent contraints vivre dans d'offrir l'ombre des de la sacrifices peur. humains Il à leur l'Hydra. rappelle qu'ils Ils n'ont ont confié jamais leur été vie capables entre les mains de d'entreprendre Nigun. quoi que ce soit pour améliorer leur propre situation, et L'homme même exhorte les lorsqu'Ain villageois a à prendre enfin affronter la des responsabilité milliers de de leur vie en main, monstres. et À tous se lui rejoignent seul, avec un enthousiasme ils se débordant. sont contentés de Hein est l'observer profondément touché de voir impuissant cela, et il depuis commence les à confier coulisses. à Yuri que cette situation lui rappelle étrangement le moment où elle l'a sauvé. À cette époque, elle avait protégé sa dignité et lui avait insufflé le courage de mener sa vie selon ses propres conditions. Et maintenant qu'il a agi de la même manière envers les villageois, il ressent qu'il est devenu une personne aussi admirable qu'elle. Les villageois, un peu trop curieux, interrompent leur moment en déclarant qu'ils ne laisseront plus jamais Nigun les diriger. Et c'est alors, précisément, que Nigun fait son apparition, leur demandant s'il parlait filer de lui. Les villageois sont pris de panique en le voyant, mais leur chef lui affirme sans détour qu'ils suivront désormais Hein plutôt que lui, car c'est bien Hein qui les a sauvés. Nigun se contente de ricaner face à cette déclaration et assure avec une confiance démesurée aux villageois qu'Ain est en train de les duper. Il prétend qu'Ain est un démon et qu'il a orchestré l'attaque des monstres dans le seul but de manipuler l'esprit de chacun et de s'emparer du contrôle de cette région. Cependant, les villageois refusent catégoriquement de le croire et déclarent que même si Hein était un démon, il serait bien plus heureux de le laisser les gouverner plutôt qu'un incapable et un bon à rien comme Nigun. Nigun est pris d'une crise de panique en entendant ces mots, et le chef du village lui rétorque qu'ils ont besoin d'un dirigeant à l'image de son père, capable de combattre à leur côté. Son état de santé s'aggrave considérablement. Il est pris d'un violent mal de tête et demande à Ombre de lui venir en aide en sortant un miroir qu'il porte habituellement en pendentif. Hein ressent de très mauvaises ondes émanant du miroir, mais il échoue à l'évaluer, ce qui lui fait comprendre que quelqu'un a jeté un sort de dissimulation de très haut niveau sur cet objet. Il se retrouve alors à converser avec Ombre, assis au milieu d'une flaque de sang qui déborde d'un gobelet, une scène des plus macabres. Nigun sollicite un conseil, et Ombre lui intime de tuer tous ceux qui le tuent, exactement comme ils ont tué son père. Nigun est déconcerté en entendant cela, et Ombre décide alors de lui rafraîchir la mémoire concernant la véritable cause du décès de son père. Lorsque Nigun était encore un enfant, il idolâtrait son père, un homme aimé et respecté de tous. Il aspirait à lui ressembler, mais son corps était malheureusement trop frêle, et les enfants du village refusaient de jouer avec lui, prétextant qu'il risquait d'attraper sa maladie. Nigun fut profondément blessé par ces paroles, et puis un jour il surprit des gens racontant que le Seigneur avait découvert Nigun abandonné dans une benne à ordures, expliquant ainsi leurs différences physiques. Le jeune Nigun eut le cœur brisé en apprenant cela, et il s'enfuit en courant, trébuchant malheureusement sur une flaque d'eau.
Alors qu'il fondait en larmes, le démon Ombre profita de la vulnérabilité de son cœur et se manifesta dans le reflet. Nigun était extrêmement intrigué de voir son propre reflet lui parler, et Ombre lui expliqua qu'il était son ami imaginaire, son seul et unique, car il n'avait pas de véritables amis. Nigun le crut et l'accepta sans hésiter, car il désirait ardemment avoir un ami. Puis Ombre lui fit promettre de garder son existence absolument secrète de tous. À partir de ce jour, Nigun passa la majeure partie de son temps en compagnie d'Ombre. Un jour, il découvrit son père, visiblement très malade, et s'en inquiéta grandement. C'est à ce moment-là qu'Ombre révéla sa véritable nature et conseilla à Nigun de concocter une tisane à base d'herbes médicinales spéciales, censées améliorer la santé de son père. Suivant ses conseils, Nigun prépara une tisane à base de l'herbe antifatigue et la donna quotidiennement à son père. Mais la santé de ce dernier ne cessa de se détériorer jusqu'à ce qu'il rende l'âme un beau jour. Nigun fut profondément attristé par le décès de son père et s'inquiéta de ne pas pouvoir assumer ses responsabilités. Mais Ombre lui assura qu'il l'aiderait à tout gérer à la perfection. Malgré avoir revu l'intégralité du flashback, Nigun ne saisit absolument pas ce qu'Ombre insinue, car la tisane était manifestement préparée à partir d'une herbe médicinale réputée bénéfique pour la santé de son père. Ombre le traite alors d'imbécile pour son manque de perspicacité et lui révèle qu'il est en réalité celui qui a assassiné son propre père de ses propres mains. Il lui révèle que l'herbe n'était pas une plante médicinale, mais une mauvaise herbe toxique. Nigun refuse d'y croire, car l'encyclopédie affirmait clairement qu'il s'agissait d'une plante contre la fatigue. Ombre alors arbore un sourire narquois, déclarant avoir utilisé la magie pour altérer le livre et que la plante était en réalité un poison mortel si consommé sur une longue durée. Nigun sent toute son existence s'écrouler après avoir découvert cette terrible vérité. Mais Ombre n'a pas encore terminé ses révélations des plus choquantes. Il confie à Nigun qu'il a également menti en affirmant qu'Ain était un démon, car s'il y a bien un démon ici, c'est lui-même. Nigun est bien trop abasourdi pour même pouvoir réagir à cela, et Ombre lui explique qu'initialement, son plan était de prendre possession du corps de son père et d'établir une voie de passage entre ce monde et le royaume des démons, afin d'y exporter des humains. Cependant, le père de Nigun ne baissait jamais sa garde, ce qui l'empêchait de l'approcher. C'est la raison pour laquelle il s'est tourné vers le jeune garçon vulnérable qui est tombé dans ses mensonges, car il désirait un ami avec une telle ferveur. Ombre se moque cruellement de Nigun, lui rappelant qu'il a stupidement assassiné son propre père, l'homme qu'il aimait par-dessus tout. C'est là son point de rupture. Nigun hurle en réalisant qu'il a été manipulé comme un vulgaire pantin, et alors qu'il perd tout contrôle de lui-même, l'ombre s'insinue insidieusement dans son corps, le possédant entièrement. Pendant que tout cela se déroulait, Ain ne pouvait que fixer, impuissant, la masse sombre qui enveloppait Nigun. Et à mesure qu'elle se dissipe, il réalise que la personne qui en émerge n'est pas Nigun, mais bel et bien quelqu'un d'autre. Ain lui demande alors avec force qui diable il est, et le démon se présente comme Ombre l'envoûteur, un démon portant le rang de vicomte. Ain lui demande où se trouve Nigun, et Ombre se désigne du doigt, affirmant que le lâche est toujours présent à l'intérieur. Mais il était d'une telle stupidité Ain entre dans une fureur noire qu'il contre le fut démon, aisé qui lui de rétorque prendre que c'est de sa possession faute de si son les événements corps, ont pris une telle tournure. simplement Il en expose son plan initial, manipulant un prendre le tant contrôle soit du peu village ses et émotions. envoyer les humains vers le royaume des démons. Mais ce projet a été contrarié dès l'instant où Ain est arrivé ici, ne lui laissant d'autre option que de prendre les choses en main personnellement. Ombre déclare à Ain que, contrairement au démon corbeau qu'il avait traqué la dernière fois, lui connaît parfaitement la faiblesse des humains. Il est absolument certain qu'Ain ne sera pas en mesure de riposter sérieusement, car le tuer reviendrait à tuer Nigun. Ombre attaque alors Ain avec ses sombres pouvoirs et celui-ci esquive habilement ses assauts avant de tenter de le contenir à l'aide d'une barrière. Il se vante auprès d'Ain, lui Le assurant qu'il ne démon pourra emploie des absolument arts rien lui faire à son antispirituels, niveau actuel. Ain décide pulvérisant la alors de barrière concentrer toute son avec énergie une dans la prochaine déconcertante barrière. facilité. Mais Ombre invoque soudainement des monstres simiesques pour attaquer les villageois, le contraignant à faire demi-tour pour les défendre. Ain érige une barrière et intime aux villageois de s'enfuir au plus vite pendant qu'il retient les monstres, mais Ombre invoque davantage de créatures et pulvérise la barrière. Ain crée alors ses clones pour affronter les monstres, mais tandis qu'il est distrait à secourir tout le monde, Ombre le frappe d'un puissant coup de poing. Il continue de rouer de coups Ain qui tente de parer l'attaque, mais se remémore alors le visage joyeux de Nigun. Il ne peut absolument pas se résoudre à blesser le jeune homme, alors il active une compétence défensive pour endurer les assauts, ce qui malheureusement l'empêche de bouger de sa position. Ursula lui dit de cesser ses sentiments et de se battre, mais Ain continue de penser à une façon de vaincre l'ombre sans nuire à Nikon. L'ombre réalise à quel point cette épreuve torture Ain et commence à le taquiner avec plaisir. Il lui dit de grandir et de venir au sérieux, car c'est la seule façon de sauver les villageois. Cependant, Ain refuse de faire cela, car s'il sacrifie une personne pour sauver 100 autres, il sera au même niveau que cet imbécile Nigun. Il dit à l'ombre qu'il ne permettra jamais cela et hurle le nom de Nigun, lui ordonnant de prendre ses responsabilités. L'ombre rit, disant que Nigun s'est coupé du monde et ne répondra plus à aucun appel. Il reprend ensuite à frapper Ain, qui avance malgré des dommages sérieux. Malgré les avertissements de Yuri et d'autres avant qu'il ne soit sérieusement blessé,
Ain continue d'avancer vers l'ombre, ce qui le rend nerveux. Il attrape alors le col de l'ombre, lui disant qu'il sauvera Nigun et tout le monde, puis frappe violemment son front, l'évanouissant. Ain commence ensuite à crier le nom de Nigun, et sa voix atteint profondément la conscience du garçon, où il se blâme pour tous les malheurs que son peuple a subis. Nigun essaie d'éviter la voix d'Aang, mais celui-ci lui dit de réfléchir pourquoi il a voulu protéger son territoire avec tant de désespoir. Nigun pense à son passé et à comment il voulait être comme son père, mais réalise qu'il y avait une raison plus profonde derrière ses désirs. Il voulait protéger le bonheur de son peuple comme son père, mais en y réfléchissant, il commence à pleurer parce qu'il a tout gâché. Il sait qu'il a fait des choses qui ne peuvent pas être pardonnées, mais il réalise également qu'en s'asseyant et en se lamentant maintenant, encore plus de personnes seront en danger. Il décide de continuer à avancer pour réparer les dommages qu'il a déjà causés, et lentement, il commence à sortir de ce lieu sombre. De l'autre côté, l'ombre revient soudain à lui et met une certaine distance entre lui et Ain. Il dit à Ain que rien qu'il fasse ne pourra sauver Nigun, puis attaque de nouveau avec ses membres d'ombre, quand soudainement, son corps s'arrête. Il réalise que Migun combat et dit que c'est inutile, car peu importe ce qu'il fait maintenant, il ne quittera pas son corps. Migun dit à l'ombre qu'il n'a aucun problème avec cela, puis, pour un bref moment, il reprend le contrôle de son corps. Migun remercie Ain pour avoir essayé de le sauver, puis tire son poignard, plantant son propre cœur. Ain est choqué de voir cela, mais Ursula surgit avant qu'il ne puisse essayer de sauver Migun. Elle lui dit de honorer le sacrifice de Migun, et ils regardent tous les deux impuissants son sang couler. L'ombre devient furieux et demande à Nigun pourquoi il fait cela, et ils reprennent leur conversation dans leur esprit partagé. Nigun dit à l'ombre qu'il a réalisé qu'il n'était pas seulement son ami imaginaire, mais quelque chose de dangereux. Cependant, il a continué à ignorer tous les signaux rouges et à écouter ses conseils parce qu'il considérait toujours l'ombre comme un ami, même quand il avait des doutes à son sujet. Après avoir entendu leur conversation sincère, l'ombre insulte Nigam, l'appelant un faible retardé, émotionnellement surchargé, et lui disant qu'il n'était qu'un outil pour lui. Il lui dit de mourir seul, alors qu'il quitte son corps, se transformant en une petite hybride grenouille-rat et s'échappant silencieusement. Quand il remarque la fille, Mia, il décide d'entrer dans son corps, quand le sabre d'Ain lui transperce directement la tête. Ain court ensuite vers Nigun, utilisant les pouvoirs de guérison de Yuri pour traiter sa blessure, mais celle-ci ne semble pas se refermer. Ain perd espoir, mais Yuri sort alors et commence à guérir Nigun, lui disant à Ain que leurs sentiments atteindront sûrement Nigun. Les deux continuent soit de crier le nom de Nigun pendant qu'ils le guérissent, et cela atteint effectivement le garçon, le ramenant de près de la mort. Lorsque Nigun ouvre les yeux, Ain et Yuri l'enlacent, fermement. Mais une fois qu'il a digéré sa condition, il les repousse, demandant pourquoi ils l'ont sauvé. Il prétend que ce serait mieux pour tout le monde s'il mourait. Mais Ain lui dit qu'il ne permettra à personne de mourir, pas même lui. À ce moment-là, les villageois arrivent également, et leur chef dit à Nigun qu'il ne pourra pas expier ses péchés s'il est mort. Il lui dit qu'il devra vivre et faire face à la colère et au chagrin des personnes qu'il a blessées, et il n'y a aucune façon qu'il le laisse s'enfuir de là. Nigun réalise soudainement qu'il a une chance d'expier ses péchés, et il remercie les villageois de lui donner cette chance. Yuri dit qu'elle est vraiment heureuse pour lui, quand soudain, elle s'effondre de fatigue. Ain la prend dans ses bras et la conduit ensuite à l'ombre sous un arbre, lui disant qu'il aurait eu le même sort s'il avait rencontré l'ombre plutôt que Negan dans le passé. Il devient soudainement furieux contre le démon pour s'être servi de humains vulnérables, jurant de le détruire tous. Bientôt, Ursula et les autres sortent de l'œil d'Ain et commencent à vérifier sur Yuri, tandis que Pina et Alice remarquent que l'ombre n'est toujours pas mort. Bien que son corps soit percé par le sabre d'Ain, il se transforme en une forme encore plus petite pour s'échapper, mais Pénis le scelle dans un champ de force. Elle appelle alors Ain, qui dit à l'ombre de lui dire pourquoi les démons tentent de le tuer ou de le détruire. L'ombre lui demande de promettre de le laisser partir en échange de la réponse, puis lui dit qu'il y a une ordre pour le tuer. Finn lui demande qui a donné cet ordre, et juste avant que l'ombre ne prenne le nom d'Echidna, il explode. Ursula réalise que c'était un sort pour protéger l'identité du maître d'œuvre, et elle affirme qu'ils ont affaire à quelqu'un vraiment intelligent et prudent. Après cela, Ain dit au revoir aux villageois. Mais Nigan lui demande de lui faire un dernier service et de protéger son territoire, car ils ne pourront pas survivre sans lui. Les villageois l'implorent également de prendre soin d'eux, et il ne sait pas quoi répondre. Bientôt, il retourne à la capitale, où le roi le convoque et lui informe que Nigun s'est rendu aux gardes et a fait une demande officielle pour que Ain devienne le nouveau seigneur de la région de Reishik au lieu de lui. Ain est surpris d'entendre cela, mais le roi lui dit qu'il prévoyait de lui donner un titre nobiliaire et de la terre,
donc c'est une situation gagnante pour tout le monde. Soudainement, tout le monde commence à s'accrocher à un en lui disant qu'il devrait accepter cette opportunité parce qu'ils géreront tous les aspects qui seront complexes pour lui. Hein est submergé par toutes les choses qu'il doit considérer maintenant. Mais finalement, il décide de prendre le titre nobiliaire ainsi que la propriété de la terre. La nouvelle d'un vainquant l'ombre arrive rapidement à Echidna, et elle est honnêtement impressionnée et soulagée parce qu'avec lui ne pouvant pas vaincre quelqu'un comme l'ombre, ses plans seraient remis en question. Soudainement, une démonesse gothique nommée Iona arrive en chevauchant son serviteur zombie et demande à Echidna pourquoi elle est si obsédée par ce type nommé Ain. Echidna lui dit qu'Ain a un œil spécial, mais Iona ne pense toujours pas qu'il est spécial parce qu'il est simplement un humain. Cependant, Echidna lui dit qu'un humain normal ne pourrait pas vaincre Falco et l'ombre. Elle dit qu'ils doivent vaincre Ain et demande à Iona de prendre la mission à sa place. Iona refuse, disant qu'elle n'est pas intéressée par de telles missions de niveau bas, mais Echidna ajoute une prime supplémentaire pour elle. Elle lui dit que sa mission comprend également la capture d'un esprit arbre du monde, et puisque Ain cherchera cet arbre, elle peut accomplir les deux objectifs à la fois. Iona est intéressée par l'idée de l'arbre du monde, et elle prend la mission. Elle est confiante qu'en tant que démon élite, elle peut vaincre n'importe quel humain, et commande son serviteur de sauter dans le portail pour elle, mais le pauvre malheureux est déjà mort. Iona abandonne et saute dans le portail, et Echidna a un sourire effrayant parce qu'elle envoie Iona aider à rendre Ain encore plus fort. En même temps, dans le royaume humain, Yuri demande avidement à Ain ce qu'il veut pour le déjeuner parce qu'elle va cuisiner pour lui aujourd'hui. Avant qu'il ne puisse répondre, Alice arrive et dit qu'elle a quelque chose d'important à discuter avec lui. Peanut apparaît immédiatement, pensant que Alice va avouer ses sentiments à Anne, et Yuri dit qu'elle veut aussi le faire. Cependant, Alice n'a pas encore de plan pour cela. Elle dit à Anne qu'elle veut aussi voir ses sœurs, et elle utilise son pouvoir spécial pour chercher d'autres arbres du monde. Tout le monde est excité à l'idée qu'elle ait enfin trouvé un autre arbre du monde, mais Alice dit que quelqu'un lui a montré. Aïe ne s'intéresse pas aux détails et dit qu'il devrait aller trouver l'esprit. Et soudainement, une mère aveuglée adulte dit qu'elle est d'accord avec lui. Aïn est confus parce qu'il ne reconnaît pas la voix et ne peut pas voir d'où elle vient. Tandis qu'il regarde autour de lui, il entend à nouveau la voix de la mère. Cette fois-ci, elle vient du lit. Il se tourne pour voir la femme aveuglée allongée délicatement sur le lit et panique, demandant qui diable elle est. La femme appelle Yuri et les autres ses sœurs et demande qu'elles viennent la rejoindre. Yuri bondit immédiatement sur elle, l'appelant sa sœur aînée Kirsch, mais se révèle que la mère est simplement une illusion et n'est pas son véritable corps. Yuri est déçu par cela, mais Hein n'a toujours pas compris. Pina explique que Kirsch est la deuxième plus âgée des esprits des arbres du monde, et Hein est surpris que l'esprit d'un arbre du monde vienne à lui, tout seul. Elle se présente à lui, et Kirsch commence à se rapprocher de lui. Hein est gêné, et Alice se met en colère contre Kirsch pour l'embêter. Elle lui dit à sa sœur de passer à l'essentiel, et Kirsch dit qu'en ce moment, un arbre du monde est ciblé par des démons, et ils ont besoin de l'aide d'Ain. Ain demande à Kirsch de lui dire où se trouve son arbre du monde, mais elle lui dit qu'elle n'est pas en danger. Au lieu de cela, c'est Mei, leur plus jeune et la plus adorable sœur. Elle explique que le cachot de Mei est une forêt entière, mais elle n'a pas de gardien pour la protéger parce qu'ils sont morts depuis longtemps lorsque des gens avides ont essayé de s'emparer de la puissance de l'arbre du monde. Han est furieux d'entendre cela, mais Kirsch lui dit qu'elle agit actuellement en tant que gardienne de Mei. Cela le surprend parce que les esprits des arbres du monde ne peuvent pas quitter leurs arbres, mais Pina explique que les trois sœurs les plus âgées sont des esprits de haut niveau, et elles ont une certaine liberté lorsqu'il s'agit de se déplacer. Hein comprend finalement que Kirsch a protégé Mei jusqu'à présent, mais un démon est sur le point de l'enlever maintenant. Kirsch lui dit qu'elle a raison, et c'est ce qu'elle attendait de l'engagement de fiancé de Yuri. Hein est silencieux, stupéfait, parce qu'il a entendu un mot signifiant engagement, et Kirsch commence à danser comme une danse TikTok, disant que ce corps devant lui est une clôture d'illusion, tandis que son véritable corps est avec Mei. Pina demande à Kirsch si elle ne peut pas vaincre le démon ciblant Mei avec ses pouvoirs spéciaux, et Kirsch répond qu'elle peut le faire, mais sa capacité est si puissante qu'elle pourrait accidentellement exploser la forêt de Mei avec le démon. In demande à Kirsch si elle utilise un bandeau pour cacher ses yeux pour contenir sa puissance, et elle confirme. Hein réalise que le démon doit être vraiment puissant, si Kirsch ne peut pas le vaincre sans utiliser toute sa puissance, et il ne permettra pas à personne de nuire à un esprit de l'arbre du monde. Il dit à Kirsch qu'il viendra la chercher, et Mei pour certainement. Et elle lui dit que Alice connaît la localisation de l'arbre de Mei. Bientôt après cela, Hein arrive dans la forêt maudite, qui est le cachot de Mei. Ursula lui dit qu'il y a beaucoup de malédictions placées dans la forêt, et ceux qui en sont infectés ne peuvent jamais retrouver leur chemin.
Hein combine l'œil mille, lieu d'Alice et ses compétences d'évaluation pour trouver le chemin vers May. Mais après un moment, Pina souligne qu'ils n'ont pas encore vu de monstres ou de pièges. Ursula dit à Hein qu'il y a des monstres dans la forêt, mais ils ne sont pas des imbéciles, et ils se cachent de lui parce qu'il est trop fort. Hein réalise que puisqu'il n'a pas à faire face aux monstres, il peut accélérer. Il utilise sa compétence de vitesse supérieure pour atteindre May, mais il s'arrête soudainement lorsqu'il remarque une menace. Il trouve une colonie de bourdons démoniaques volant dans les airs commandée par un démon nommé Hornet. Elle dit à Hein qu'elle va le tuer, et juste à ce moment, un monstre ours arrive. Hornet envoie ses bourdons pour le combattre en premier, et il le dévore complètement, en quelques secondes. La démonesse est confiante qu'Anne ne tiendra pas longtemps face à autant d'ennemis. Mais il disparaît simplement et apparaît derrière elle, lui plantant son poing dans la poitrine. Cependant, cela ne suffit pas à tuer Hornet, car elle se transforme en une multitude de bourdons et se dissipe, lui disant à N qu'il ne pourra jamais trouver son véritable corps. Un lui dit qu'il n'a pas besoin de trouver quoi que ce soit, parce qu'il tuera tous les démons. Ursula a déjà découvert les points faibles de tous les bourdons, et en utilisant cela, un plonge des balles de feu sur eux, les éliminant tous en même temps. Hornet panique en voyant cela, et elle décide de reculer pour sauver sa vie. Elle trouve un portail vers le royaume démoniaque, et décide d'utiliser celui-ci pour s'échapper. Mais à sa grande surprise, Iona sort de ce portail, et elle n'est pas contente qu'un démon s'échappe. Orna essaie d'expliquer, mais Iona la rejette comme des excuses et la tue. Elle remarque ensuite que sa cible a déjà trouvé son emplacement, et se tourne vers Anne pour se présenter comme un duc du royaume démoniaque. Malgré sa pression incroyable, Hein ne bouge même pas, mais il réalise qu'elle est vraiment forte. Iona est impressionnée par lui et dit qu'il sera amusant de le tuer, mais Hein lui dit qu'elle n'aura aucune chance de le faire. Il se téléporte immédiatement derrière elle et utilise une compétence pour vider sa puissance. Iona est surprise car elle n'avait même pas anticipé ce mouvement. Puis Aion augmente sa force pour commencer à accumuler la sienne. Il ne lui donne même pas le temps de réagir avant de la propulser vers le ciel et de la fracasser ensuite au sol. Iona commence à rire parce qu'elle n'a pas affronté un adversaire aussi fort depuis longtemps et décide de tirer N avec ses pistolets magiques. Elle dit qu'il ne peut pas esquiver son attaque spéciale, mais Hein ne va pas faire cela non plus. Il simple esquive l'attaque, renvoyant les balles vers Iona, et elle est confuse car cela ne devrait pas être possible. Elle essaie de fuir l'attaque réfléchie, mais elle n'est pas assez rapide pour cela et se fait toucher. Aona ne peut pas croire qu'elle est si faible juste parce qu'Aen a vidé sa puissance une fois. Elle essaie de s'éloigner, mais Ain apparaît derrière elle et lui tronche la tête instantanément. Aona n'a même pas la moindre idée de ce qui s'est passé, même quand elle est réduite à une tête coupée. Et puis Aen l'explique qu'il n'a pas juste vidé sa puissance une fois. Chaque fois qu'il l'a frappée, il a vidé sa puissance, et maintenant elle est plus faible que même un monstre ordinaire. Aona est dévastée d'entendre cela, et prétend que cela ne peut pas être possible parce qu'elle est une élite au sommet de la hiérarchie démoniaque. Elle appelle Anne un lâche pour avoir utilisé un stratagème bas pour vider sa puissance et active un portail pour retourner au royaume démoniaque. Elle jure de le tuer la prochaine fois qu'ils se rencontreront, et Hein est sur le point de la suivre, mais Ursula l'arrête car ils doivent d'abord atteindre Meyekirch. Hein l'accepte, et bientôt, il trouve un barrière magique qui cache la localisation de Mei. Hein se demande comment entrer, mais la barrière se désactive d'elle-même, et une porte s'ouvre devant lui. Il traverse la porte pour trouver un lieu paisible et joyeux où la vraie Kirsch les attend. Yuri court pour l'enlacer et fait ensuite un shake secret avec Pina. Hein demande ensuite à Yuri de parler de Mei, et Kirsch indique qu'elle est en train de faire sa sieste après-midi. Anne trouve le bébé mignon dormant paisiblement et décide de ne pas le réveiller. Cependant, il écrase un brin d'herbe, ce qui fait réveiller Mei, et elle commence à pleurer.